Bien, bonjour à tout le monde. On est à nouveau réunis pour une interview sur Stop Mensonge avec aujourd'hui comme invité Jonathan. Bonjour Jonathan, ça va? Salut, salut, ça va bien et toi? Moi, bah ça va, ça va. Je sors de grippe, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va mieux. Qu'est-ce que je veux dire? On s'est rencontrés en fait sur le Mumble ensemble, qui a fermé depuis. Oui, Euh, paix à son âme. ouais. On avait bien discuté sur le Mumble de différents sujets. On s'était aperçu qu'on avait pas mal de recherches en commun et qu'on avait trouvé à peu près les mêmes résultats. Et puis bon, après, sur d'autres, on avait des différentes opinions. Mais dans l'ensemble, on avait quand même travaillé un peu de la même façon et trouvé les mêmes choses. Et puis on avait décidé après de reprendre contact quand le Mumble a fermé et puis d'utiliser bah, ta connaissance et ce que tu as envie de partager aux gens pour leur éveil. On s'est dit, tiens, pourquoi pas qu'on fasse les émissions ensemble pour le mercredi. Et tu nous as rejoint là récemment dans les visios du mercredi, j'allais dire du dimanche, non, c'est du mercredi. Et bah, merci déjà d'avoir accepté de venir pour nous rejoindre dans l'équipe. Et, Ouais, bah, merci à toi également. et puis bah, il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient en fait en savoir un peu plus sur toi et de ton côté, je sais que tu as des expériences personnelles très intéressantes dont on a parlé ensemble déjà une fois et qui serait intéressant de partager pour que les gens te connaissent mieux et surtout connaissent les expériences que tu as que tu vécues. Et Ouais. puis, ouais. Donc voilà, c'est l'émission qu'on propose aujourd'hui. Et moi j'ai envie de te demander déjà comment ça s'est passé pour toi ton éveil. Est-ce que tu as toujours été est-ce que tu t'es toujours senti en décalage ou est-ce que au début ça allait et que après tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème ou comment ça s'est passé pour toi et à quel âge et comment ça s'est passé? C'est une vaste histoire, mais oui, bon, un petit peu la sensation, tu vois, d'être pas d'être unique, mais d'être un petit peu dans une bulle, un petit peu à part. Toujours eu un petit peu de mal de me faire beaucoup de potes, etc. Mais fondamentalement une enfance et une adolescence un petit peu comme tout le monde. Voilà. Donc Mais pas d'expérience extraordinaire pendant l'enfance? si, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, non, ça s'est beaucoup calmé, on va dire au niveau de la puberté. Alors, plus tard, j'ai peut-être fait quelques extrapolations. Tu sais, quand il y a au niveau de l'adolescence, chimiquement, ça bouillonne dans le corps. Donc, je me dis peut-être que il y a eu une interférence quelconque, ou peut-être que faut rajouter à ça l'endoctrinement, tu vois, et le fait que c'est potentiellement couper beaucoup de choses. Je sais pas exactement ce qui a fait que, mais en tout cas, factuellement, j'ai constaté que vers 10-11 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont coupées. Mais pendant l'enfance, ouais, il y a eu quelques trucs qui pour moi étaient des jeux, hein, c'était presque naturel. Je voyais pas trop l'effet extraordinaire de certaines choses, si tant est que ça l'est d'ailleurs. Mais voilà, bon, moi j'ai grandi dans une famille un petit peu spirituelle. C'est des parents qui méditaient beaucoup, post 68 art, un peu baba cool new age. C'est pas exactement ça, mais on va le galvauder un peu comme ça. Ah, c'est Et cool. Ça a l'air bien plutôt comme description de ouais, contexte. enfin, il y a des mauvais côtés aussi, hein. Ok, Tu sais, il y a quelques dérives, bon, que je passerai, mais voilà. ok. Mais ouais, ça va plutôt cool. Et je me suis rendu compte, en fait, au bout de mes peut-être 4-5 ans, que j'arrivais à, naturellement, avec un procédé mental que j'ai un peu oublié, mais que comme si j'enclenchais un mécanisme dans ma tête, et enfant, j'étais capable de projeter un peu ma conscience, ou mon point de vue, on va le résumer comme ça, parce que conscience aussi, c'est sympathique comme terme, mais c'est aussi un peu galvaudé, malheureusement, projeter mon point de vue, à le sortir un peu de mon point de vue au niveau de ma tête, Ton et point d'observation. mon point d'observation exactement, de le bouger et donc de le faire balader comme ça et puis d'aller voir un petit peu ce qui m'intéressait à peut-être je sais pas 5, 10, 15, 20 mètres. Je me souviens pas trop être allé au-delà de peut-être 30 mètres, une connerie comme ça, hein. Mhm. Voilà, et j'ai vite vu que j'étais aussi capable enfin en tout cas que ce point d'observation comme tu dis était capable de passer à travers Les murs, les organismes, les les murs, organismes. etc., mais aussi les organismes. Et, euh, et j'ai vite vu en fait que je pouvais me balader à travers les personnes. Dans le corps. Voilà, Et dans le là, corps. quand tu faisais cet exercice-là, tu voyais l'intérieur.
Avec Oui, je voyais l'intérieur. Tu voyais les images. Alors, je voyais les images, je voyais les organes, etc. C'était pas aussi clair que là, lorsque je vois. Même de base, c'était pas aussi clair que ma vision actuelle, mais c'était tout à fait. Ça va quoi, ça allait. Et donc moi je m'amusais, je me baladais, etc. J'avais l'impression en tout cas que ça ne faisait aucune sensation chez les gens, ils ne remarquaient rien. Par contre j'ai vite vu que je pouvais voir de temps en temps des points sombres chez les gens, comme des points noirs, des points sombres. Mhm. Et quand j'ai relaté la chose à ma mère, alors je sais plus dans quel contexte ni comment je l'ai fait, voilà, mais en tout cas j'en avais parlé assez jeune, hein, vers 5-6 ans avec mes mots de l'époque. Ma mère, qui est une personne assez empathique, m'avait écouté, c'était pas du tout foutu de ma gueule, etc. Et avait organisé quelques tests. Donc je sais pas si je vais faire une petite digression. Est-ce que tu connais Ama? Oui. Voilà. L'Indienne qui fait des câlins à tout le monde. Tout à fait, c'est ça. Les free hugs. Et donc j'ai les souvenirs assez précis que mes parents allaient tout le temps, enfin régulièrement tous les ans, tu vois, 1 ou 2 fois par an, un peu en camping pour aller au Darshan, je crois que ça s'appelait comme ça, si je dis pas une bêtise. Et donc voilà, on faisait la queue et nous les mômes on était laissés un peu à nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte que j'ai un peu élaboré ces principes. Enfin, en tout cas que surtout le passage à travers la personne, c'était dans ce contexte-là que les premières fois je les ai expérimentés. T'as rencontré Ama? Oui, plusieurs fois, ouais. Enfin rencontrer des câlins quoi. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai pas trop de souvenirs par contre, mis à part qu'elles sont très très bons, mais mis à part ça, voilà. Mais j'ai rencontré, ouais. Après, je sais pas du tout au final si c'est une bonne ou mauvaise personne, ça j'avoue. J'ai entendu beaucoup de théories différentes. Okay. Bref. Et donc ma mère avait décidé de faire des petits tests. Donc elle avait amené 2-3 personnes qui s'étaient mises devant moi. Et moi, je faisais mon processus mental, je me déconnectais ou je bougeais mon point d'observation, je rentrais en eux. Et j'observais un petit peu les organes. Et régulièrement, quand je voyais un point noir, je prenais mon doigt, tu sais, et je mettais à l'endroit où je visualisais quelque chose. Et je faisais là, il y a un souci, là, il y a un problème, là, il y a un truc. Et alors, tous ne l'ont pas fait, mais certaines personnes m'ont pris relativement au sérieux et sont allées voir un professionnel de la médecine, entre guillemets. Mm-hmm. Et apparemment, il y aurait une corrélation parce que certaines personnes auraient trouvé des mots. MAUX. Donc voilà, bref. Et ça c'était un peu ma... Ouais. Et quand tu faisais ça, en fait, c'était à quel âge Ça a commencé entre 4 et 5 ans, je dirais, jusqu'à mes... peut-être 7 ans maximum, un grand maximum. Et ça s'est arrêté après 7 ans? Ça s'est arrêté après 7 ans parce qu'il y a eu un petit traumatisme. En fait, ça a provoqué de grosses embrouilles entre mes parents, parce que mon paternel, qui était relativement à l'opposé de la bienveillance de ma mère, a vu ça, était présent lors de certains tests, etc. et tout, et a voulu commercialiser ça. Wow. Se faire un peu de blé. Wow. Donc ça a provoqué de certaines disputes et conflits, et je sais pas, moi je fais un lien avec ça, tu vois, je me suis dit qu'enfant, tout de suite j'ai associé embrouille, engueulade, etc. à cet événement, j'allais dire pas... Oui, à ta capacité, en fait, tu as associé à ta capacité le fait que ça crée des problèmes. Voilà, et donc peut-être que je l'ai inconsciemment ou consciemment, je l'ai bloqué. Bon, moi actuellement, je l'intellectualise comme ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Ouais, mais ça peut sembler logique. Hein. J'irais plutôt dans ce sens, tu vois, c'est assez proche de la psychologie des enfants et tout, mais ça me semblerait cohérent. Mais bon, voilà. Et donc ça, tu n'as jamais essayé de travailler dessus, sur le blocage, je parle, pour activer cette capacité? J'ai essayé, tu vois, avec un petit peu d'introspection, et puis de m'auto-guérir ce côté-là, mais j'ai jamais eu de gros résultats. Dans le métro, ça m'est arrivé, ou dans le RER, ça m'est arrivé de temps en temps, de me concentrer, d'essayer de me rappeler précisément des souvenirs de l'enfance, et d'essayer de me rappeler du mécanisme mental que j'enclenchais, de mon protocole, on va appeler ça comme ça, pour essayer de reproduire ça. Et parfois, j'ai eu des toutes petites brides de sensations, comme si ça commençait à se déplacer, mais c'était vraiment très léger. Et à la fois... Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ce protocole tel que tu l'as recomposé, même s'il n'est pas parfait? C'est extrêmement vague. C'est extrêmement vague. J'ai l'impression de
partitionner mon cerveau, c'est comme si c'était un disque dur, de partitionner mon cerveau et de me concentrer sur une partie de mon cerveau, et à partir de cette partie du cerveau, de me focus un petit peu sur cette partie, et après comme si je forçais à la déplacer, à projeter mon point de vue, mais j'ai du mal vraiment à poser des mots dessus, quoi. C'est purement sensitif, j'ai vraiment du mal à poser des mots dessus. Pardon. Et ça fait appel à quelle partie du cerveau chez toi? Au niveau du front, à peu près vers le front. Lobe temporal? Ouais, on va dire ça comme ça. Ok. Troisième œil. Wow. Ouais. Une forme en particulier que tu visualises, ou une idée, un concept que tu actives comme une clé? Non, je vais être très franc avec toi, c'est trop vieux, et le peu de choses que j'ai pu me remémorer au niveau de ce mécanisme-là, c'est trop flou et trop éparse pour en faire quelque chose de cohérent maintenant. J'aspire. Et t'as jamais été voir sur internet pour essayer de trouver des gens qui avaient mis sur papier ou sur vidéo justement le protocole que tu utilises, qui eux l'utilisent aussi de leur côté? T'as pas retrouvé ça? Non, pas du tout. J'avoue que non, j'ai jamais fait ces efforts-là. Ok. Donc ok. Après la vie se passe normalement entre guillemets normalement. Quelle est à partir de 7 ans, quelle a été la période que tu as vécue sans aucune expérience spéciale, et jusqu'à quel âge là il y a une nouvelle expérience qui s'est passée? D'accord. Je vais revenir juste sur l'expérience d'avant. J'ai un dernier petit détail. Ouais. Lorsque je bougeais mon point d'observation, mon angle de vision était élargi. Alors je ne sais plus si c'était du 360 degrés, etc., mais c'était considérablement élargi. Ouais, normal. Okay. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Oui, pour ta question, je me souviens pas vraiment d'autres expériences sur cette période-là, je crois. Par contre, il y en a une entre mes 8 et 10 ans qui était assez forte, c'est-à-dire que j'arrivais à prédire quand le téléphone fixe, pour l'époque, c'était assez vieux, quand le téléphone fixe allait sonner. Mm-hmm. Donc j'avais là je m'en souviens assez bien de cette sensation, c'est-à-dire que tu sais, parfois tu sais, on dit que les anges t'envoient des signes par rapport à l'heure, 11-11, 12-12, etc. Tu vois un peu ce genre de symbologie, etc. Et parfois, tu as ton point de vue qui est automatiquement attiré par l'horloge, alors que fondamentalement, t'as pas de raison de regarder l'heure à ce moment-ci. C'est vrai. Et tu vois, et hop, on t'envoie comme un signe. Alors je sais pas si ça doit te parler au subconscient, inconscient, ou ça t'envoie quelque chose, mais bon, ça arrive. Et ben, cette sensation précise-là, essaie de la multiplier par 20 ou 30, cette sensation-là, c'est exactement ce que j'avais entre 5 et 10 secondes avant que le téléphone sonne. Ouais. Mon attention était vampirisée et captivée par l'appareil téléphonique. Quand tu dis entre 5 et 10 secondes, c'est comme ça, tu dis ça comme ça, ou c'est vraiment entre 5 et 10 secondes? Non, c'était vraiment entre 5 et 10 secondes. Ok. Et le téléphone sonnait. Et au bout peut-être d'une petite année, alors oui, je pouvais être juste à côté, à 1 mètre à côté, comme je pouvais être dans une pièce à côté, tu vois, et ma tête était un peu attirée vers le téléphone. Et au bout d'un moment, ça devenait un jeu. Bon, j'étais jeune, je tournais ça en jeu, quoi. Et donc, mon délire, c'était de courir vers le téléphone et de le décrocher à la première sonnerie, ou même juste avant que ça sonne, pour que en fait je chope la personne au téléphone et qu'elle fasse mais comment t'as fait, ça a à peine sonné, comment tu savais que ça allait sonner, etc. Enfin bon, bref, c'était mon petit délire quand j'étais môme, quoi. C'était mon jeu, donc je courais comme un con, parfois je me cassais la gueule, et puis j'arrivais, je décrochais, quoi. Okay. Et peut-être une petite année plus tard, c'était tellement poussé que même j'arrivais à savoir, alors c'était pas du 100%, mais on va dire du 8 voire 9 fois sur 10, à savoir qui était au bout du fil. Ouais. Voilà. Et voilà, bon, c'était grosso modo cette expérience-là. C'était entre mes 8 et 10 ans, et vraiment la période de prépubère, c'est parti. Ça me fait penser à la vidéo tu sais, du réalisateur hollywoodien qui a créé une vidéo qui s'appelle I Am. Je sais pas si tu l'as vu, on l'a posté sur Stop Mensonge. Ouais, je l'ai vu, je crois. Et il a été voir en fait un institut de recherche sur le cœur humain.
où ils mettent en fait des électrodes un peu partout alors à la fois au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du cœur, pour voir en fait les réponses que le cœur renvoie au cerveau en réaction à des images qui vont passer devant un écran en face des yeux de la personne qui est là, qui fait le test. Et en fait, ils passent des images et ils attendent en fait de voir quelle est la réaction émotionnelle. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'empathie? Peu importe. Et en fait, ils se sont aperçus que le cerveau, lui, il voit quand les images apparaissent, mais que le cœur a envoyé un signal au cerveau avant que l'image apparaisse sur l'écran. Et eux, ils donnaient comme chiffre, et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment 5 à 10 secondes? Ils disaient que la moyenne en fait de tout le monde qui fait ce test-là envoie un signal au cerveau de réponse à ce que l'image va être entre 2 et 5 secondes avant de voir l'image. D'accord. Donc la moyenne c'est 2 à 5 secondes, et toi tu arrivais à le voir entre 5 et 10. Mais il y a des gens qui peuvent le voir aussi dans des futurs plus lointains, ça dépend. Puis il y en a c'est très occasionnel, il y en a c'est systématique. Mais par contre pour les images qui passent sur l'écran, c'est la moyenne pour n'importe qui. Je veux dire, c'est entre 2 et 5 secondes. D'accord. Et donc ensuite, quelles autres expériences as-tu eues après? J'ai un gros passage à vide entre la période pubère et on va dire mes 20 ou 21 ans. Ouais. Où vraiment je suis rentré collège, lycée, etc. Ouais. J'ai eu une grosse coupure au collège, j'étais un bon élève, maternelle, primaire, etc. Vraiment un très bon élève, et collège j'ai eu comme une grosse cassure, etc. Enfin, c'est assez rude quand même le collège, hein. Je sais pas, quand t'es môme, c'est rude pour un enfant. Et voilà, collège, lycée, rien d'extraordinaire à ma connaissance. J'étais même beaucoup en décalage par rapport au collège et lycée. Je me sentais pas à ma place, quelque chose de glauque, de malsain. Enfin, j'étais en rejet, j'allais peu en cours, etc. Alors qu'avant j'étais un bon élève. J'étais en rejet, quoi. Okay. Et jusqu'à mes 21 ans. Par contre, à partir de mes 18-19 ans, j'ai quand même commencé à avoir naturellement un bon discernement. Malgré que j'étais un enfant, avec peu de vocabulaire, avec un bon instinct, mais avec un intellect relativement peu développé. Je parle d'intellect, pas de mental. Un intellect peu élaboré. Je lisais peu de livres, etc. J'étais intéressé un peu par pas grand chose. C'était un peu gris dans ma tête. Mais par contre, un bon discernement qui s'est développé. Un bon discernement, pas spécialement par rapport à moi-même, mais par rapport aux gens qui m'entouraient. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'approchait, me parlait, etc., il pouvait difficilement avoir un masque et me mentir. J'arrivais à capter s'il me ment ou pas, en fait. Ok, ouais. Assez naturellement. Et alors, ça peut paraître bateau comme exemple, mais dans ma classe, j'arrivais, il y avait des liens au début. C'est la nouvelle classe, c'est en septembre. Et tout de suite, les gens se regardent un petit peu, se jaugent. Et j'arrivais à savoir, avant même que probablement eux-mêmes le sachent, les liens d'amour et d'amitié qui allaient se créer les semaines et les mois plus tard. Mm-hmm. Ça peut paraître bête, mais dit comme ça, mais c'était vraiment un très haut taux de pourcentage au niveau de la véracité, ça. Donc comment tu qualifies ça avec le recul? Beaucoup d'empathie? Ouais, alors je sais pas s'il faille mettre une étiquette précise dessus. Alors après, dans le sixième sens, quoi. Ouais, alors après, Corey Goode, pour faire une petite parenthèse, lui il appelle ça intuitif empathe, tu vois. Mm-hmm. Après, c'est un large spectre avec différents degrés, etc., différentes machins. D'après ce que lui dit, l'humanité se scinde un peu en deux catégories, les intuitifs empathes et les télékinésistes, je crois qu'il appelle ça comme ça. C'est plutôt une tendance un peu vers on prédomine soit vers l'un, soit vers l'autre. Tu vois, avec des facultés aussi dans le second. C'est lui qui dit ça, hein, je suis pas spécialement d'accord et tout, mais c'est vrai que ça a peut-être un peu de sens. Mais si on voulait mettre une étiquette, forcément on dirait peut-être intuitif empathe, ouais. D'accord. Voilà. Et ouais. Oui, vas-y. Ça a commencé vers 18-19 ans et ça n'a pas arrêté de s'améliorer. Ça veut pas dire que je me suis jamais pris de quenelle, même encore il y a pas très très longtemps, je m'en suis pris une belle, mais
mais c'est vraiment compliqué de me mentir, je dirais. D'accord, ok. Et ensuite, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? Disons qu'à mes 21 ans, je vais prendre l'histoire large pour que les gens comprennent la transition. Je suis tombé pour la première fois amoureux et ça s'est mal passé sur la fin. Je suis tombé en très forte dépression, dépression émotionnelle, dépression physique, dépression mentale, enfin un peu tout. Vraiment une déchéance globale, quoi. Mhm. Et là, à partir de là. J'étais vraiment mal et donc j'ai commencé à aller, ça peut paraître bête, mais à vouloir rehausser un petit peu mon état artificiellement. Donc j'ai eu pas longtemps avant Internet et un PC. Donc en fait, j'allais chercher des bonnes nouvelles. Là, je fais un parallèle, je fais une pierre deux coups, c'est-à-dire que je te raconte un peu mon éveil au début, mon éveil intellectuel, et je vais faire un lien après avec une certaine expérience spirituelle que j'ai eue. Et donc, je recherchais un peu des trucs sur Internet, des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles inventions, des nouvelles découvertes d'animaux, des nouveaux paysages, c'est des îles qui sont découvertes, etc. Mm-hmm. Et j'ai vu que je trouvais pas mal de trucs, quoi. Je fais putain, tous les jours, pratiquement, il y a des trucs sympathiques des trucs sympathiques qui circulent sur le net. Et parallèlement à ça, moi je regardais beaucoup les informations. C'est un truc un peu la famille, TF1, France 2, voilà, les 68 heures et tout, ça bouffe pas mal des journaux télévisés. Et je les regardais, je fais putain, comparativement, ça me tire vachement vers le bas. Enfin, je le formulais pas comme ça, tu vois, mais je trouvais putain, c'est glauque tout ce qu'on voit à la télé, mort, guerre, suicide, mort, guerre, etc. Et je fais putain, mais il y a un problème. Moi, je trouve plein de bonnes nouvelles sur le net, et eux, journalistes, ils sont pas capables de trouver ces bonnes nouvelles. Ça, c'est vraiment un point intéressant à souligner. Parce que c'est vrai que leur gagne-pain, c'est vraiment c'est plus c'est noir, plus ça vend, quoi. Exactement. Ouais. Et pendant quelques semaines, de temps en temps, j'y pensais. Tu vois, je me disais, c'est étrange. Puis au final, à force d'y réfléchir de temps en temps, j'y suis arrivé à deux conclusions. Soit ce sont des gens à peu près honnêtes, mais qui ne savent pas où chercher. Mais ce qui est bizarre, parce que je ne pense pas être spécialement ultra compétent, je les trouve relativement facilement, mais donc bon, pourquoi pas. Soit ces gens y ont un intérêt d'une manière ou d'une autre à véhiculer des mauvaises nouvelles. Mm-hmm. Et en recherchant un petit peu les financements de ces médias, TF1, France 2, etc., surtout TF1, où ça, c'est en liaison, je crois, que ça s'appelle comme ça, des fonds de pension américains autour de 20%, si je dis pas une bêtise. Voilà, différents financements, qui fait que certains viennent de l'étranger. J'ai vu qu'il y avait des intérêts par rapport à ça. Tu sais, des Lagardère, etc., des vendeurs d'armes, nourrir l'égrégore négatif, quoi. Voilà. Et que en fait, c'était certains oligarques qui contrôlaient certains médias. Donc j'ai vu qu'il y avait un pouvoir médiatique qui était centralisé autour de certaines grosses têtes, certaines personnes. Là, j'ai fait, putain, il y a un problème, c'est pas normal, quoi. Pour moi, c'est incompatible avec une démocratie, avec le bon journaliste, etc. C'est là où je fais, il y a un souci, quoi. Bon, ça a été vraiment le tout début de mon éveil. Et puis après, c'est vraiment très décousu, c'est-à-dire que j'ai vu quelques vidéos de Dieudonné, de manière très éparse sur YouTube, avec qui, d'ailleurs, j'avais plein d'a priori, hein. Pour moi, c'était quelqu'un de dégueulasse, de très sale, un horrible nazi noir, qui est d'ailleurs un oxymore, mais bon, c'est pas grave. Et puis putain, franchement, j'ai ri. Je me suis marré. Je comprenais pas tout au début, mais j'ai rigolé, quoi. Au niveau de, peu importe ce qu'on en pense, hein, en bien ou en mal, c'est même pas ça, mais objectivement, le mec, il a un talent. Au niveau de l'humour, c'est indéniable, c'est comme ça, quoi. Et puis voilà. Puis après, j'ai enchaîné. Effectivement, ça m'a mis en liaison. C'est les YouTube. Ça te dit quelle vidéo pourrait potentiellement t'intéresser. Puis ça m'a mis un espèce de chauve sur comment ça s'appelle, sur un canapé rouge, donc forcément Soral. Donc moi je regardais comme ça au début et tout. Franchement, j'ai vu le débit de parole et les trucs à moitié incompréhensibles que je comprenais pas, quoi. Il y avait la moitié des mots que je ne comprenais pas, quoi. Je disais, le mec, il a un souci, quoi. Il parle trop vite. Non, j'ai vite compris après qu'il ne parlait pas trop vite. C'est moi qui avais une compréhension lente. Donc là, forcément, comme ça me titillait au niveau de l'ego, les mots qu'il employait que je ne comprenais pas, je suis quelqu'un un petit peu de légèrement orgueilleux, je vais sur Internet, et puis je cherche le mot, définition, etc., et puis je l'incorpore tout doucement à mon logos, quoi, à ma propre élocution, à mon propre
vocabulaire. Puis tout seul, ça s'enrichit. Puis au fur et à mesure, je m'intéresse de certains sujets, sujet en sujet, etc. Après Meta TV, etc. Différents sites internet, Non-Stop Mensonge et tout. Bon, tout ça, ça fait une bulle d'année en année qui alimente et qui participe à un éveil en premier lieu intellectuel. Et puis après spirituel, en liaison avec OVNI. Forcément, je pars dans des sujets comme ça qui sont tout aussi intéressants. Avec tous les lots aussi de merdas aussi qu'on trouve sur le net. Hein. Forcément, il y a beaucoup de désinformation également. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse éveil intellectuel, quoi. J'en reviens au début de mon éveil intellectuel, où dans l'état de déchéance physique, intellectuelle et émotionnelle où j'étais, où j'avais vraiment perdu beaucoup de kilos, etc., où j'avais même une envie de peut-être ne pas exister, pas de suicide, mais ne pas exister en tout cas. Je me disais, peut-être que si je n'existais pas, je ne ressentirais pas toute cette souffrance. Et ce qui est morbide, hein, comme pensée accessoirement. Et donc en fait, ça c'était environ à mes 21 ans et demi, entre 21 et 22. Un matin, je me réveille. Donc j'étais dans ma chambre, sur mon lit. Je me réveille, une forte envie d'aller aux toilettes. J'y vais, je reviens. J'avais pas encore envie de m'activer, donc je somnolais sur mon lit. Et là, j'ai eu une paralysie totale du corps, instantanément. J'étais totalement éveillé, hein. Je regardais le plafond, j'étais vraiment éveillé. Une paralysie totale du corps, musculaire principalement, où j'avais les muscles, j'ai l'impression, durs comme du béton. Et voilà, une paralysie totale du corps. Donc là, forcément, panique dans ma tête. Et je pouvais pas bouger, car je pouvais toujours respirer, je pouvais penser, je pouvais cligner des yeux, mais les fonctions motrices principales étaient totalement bouclées et bloquées. Et donc, si elle se passait peut-être une bonne minute, et au bout d'une minute, à environ 1,50 m au-dessus de moi, une masse sombre est apparue. Alors au début, peut-être d'un seul coup, environ peut-être 10 cm de diamètre, et comme un amas de fumée, mais en plus dense, est apparu, quoi, ça, au niveau de la texture, si je peux représenter ça comme ça, comme de la fumée. Et ça s'est élargi. C'était de 10 cm et ça s'est élargi, ça a grossi jusqu'à atteindre peut-être, on va dire, 60-70 cm de diamètre, on va dire. Et je rappelle, tu étais totalement éveillé. Oui, totalement éveillé. Oui. D'ailleurs, je me suis renseigné plus tard, certains apparentent ça à la paralysie du sommeil, je crois qu'on appelle ça comme ça. Okay. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et j'étais, totalement éveillé, etc. Donc là, encore une fois, repanique dans ma tête, mais totalement... heureusement que je venais d'uriner un petit peu juste avant, parce que si j'étais en capacité, je me serais pissé dessus. Mais donc ce truc apparaît. C'était noir, hein, c'était gris, entre le gris très foncé et le noir, on va dire. Okay. Et un deuxième cercle est apparu dans ce même cercle, et là c'était noir sur fond noir, c'est-à-dire encore plus sombre que la bordure extérieure, on va dire. Et là, dans ce cercle intérieur est apparu un regard. D'accord. Voilà. Pas uniquement les yeux, mais vraiment le contour, on va dire un regard, quoi. Donc j'étais vraiment dans un état de panique extrême. Et donc ce truc est apparu, là ça arrêtait de grossir. C'était en sustentation au-dessus de moi, on va dire peut-être un mètre et demi. Ça ne bougeait pas. Et ça a commencé à se rapprocher tout doucement. Tout doucement de moi, jusqu'à arriver à peu près environ 1 mètre. Environ, hein, comme j'étais dans l'état de panique, c'est assez approximatif. Et quand c'était environ 1 mètre, en fait, j'ai commencé à sentir des espèces de... Il faisait nuit dans la pièce ou jour? Alors non, comme j'avais pas de super volet, il faisait relativement jour. Ok. Et j'avais pas de super rideau, donc il faisait pas nuit. Non, il faisait un peu sombre, une ambiance un peu pénombre, mais il faisait au jour, on voyait tous les contours de ce qu'il y avait dans ma chambre, etc. Okay. Et donc ce truc arrive à environ 1 mètre, et je commence à sentir des espèces de crochets ou de griffes, j'ai un peu de mal à le décrire, on va dire des crochets au niveau des pectoraux, qui m'agrippent, donc je sens une légère douleur, qui m'agrippe, et là, à partir de là, en fait, le truc se rapproche de moi, mais non plus de manière régulière, mais par à-coups. Tu vois, par à-coups, et au moment où ça commence à faire par à-coups, ça fait des à-coups aussi au niveau des douleurs, au niveau des pectoraux, on va dire des griffes,
décroché. Et en fait, ça commence à extirper alors je sais pas ce que c'est, mon essence, mon âme, j'en sais foutrement rien, mais ça commence à m'extirper de mon corps. Ok. Et là, au moment où du deuxième ou du troisième à-coup, mon point de vue ou point d'observation, comme tu l'appelles, commence à sortir de la zone qui est ancrée dans la tête, là, je sais pas quoi, et ça sort de ma tête. Et là, au moment où je suis sorti, pareil, mon point de vue, alors je sais pas c'est quoi l'angle de vision humain, je connais pas exactement, mais on va dire n'importe quoi, une bêtise, un genre 90 degrés, je suis passé de 90 degrés à tout de suite, j'ai eu l'impression presque 360, quoi. Ok. Ouais, et tu vois à 360. Ouais. Alors après, comme j'étais dans un état de panique et que j'avais les yeux rivés sur cette entité, on va appeler ça comme ça, je peux pas assurer que c'était vraiment 360, mais c'était vraiment très proche. Hein. Et donc là, voilà, à coup de son côté et à coup au niveau des crochets, et en fait ça me rapprochait de lui tout en même temps que lui se rapprochait de moi, tu vois. Okay. Donc ça faisait des à coups des deux côtés et j'étais dans un état absolument terrifié, jusqu'à arriver peut-être à, on va dire, 20 cm maximum de lui. Hein. Et j'étais dans l'incapacité de crier, de bouger, de faire quoi que ce soit. C'était absolument impossible. Et franchement, je pensais que j'allais crever. Hein. C'est bon, c'est peu importe ce que c'est, ce qui m'arrive ou je sais pas quoi, mais c'est la fin. Quoi. Et là, je l'ai pas entendu, mais j'ai ressenti au niveau du son comme si c'était une vibration. Mais j'ai ressenti en fait mon corps en arrière-plan derrière moi crier. Ouais. Et là, comment ? Ouais, je comprends. Et là, ma mère qui était dans la cuisine a apparemment couru, je ne l'ai pas entendu, hein, mais elle a couru, elle a ouvert la porte, enfin la poignée, et au moment où elle a incliné la poignée, l'entité a disparu, et je suis retombé dans mon corps. Okay. Et elle est revenue vers moi, etc. J'ai mis quelques mois à lui parler de cette expérience. Je lui ai dit au début, oui, j'ai fait un cauchemar, etc. Machin, mais je l'ai formulé comme ça. T'as pas osé lui dire ce que t'avais vécu là. Non, j'ai pas osé. J'ai mis quelques mois. Et voilà, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu un être humain crier comme ça. Wow. Le signal d'alarme. Voilà, c'est exactement. C'est la bagnole que t'as garée sur le côté et le signal d'alarme qui se déclenche. C'est exactement ça. Après, je sais pas, est-ce que c'est un mécanisme de défense de quelconque, de quoi que ce soit, j'en sais rien, ou est-ce que c'est ce qu'on dit ange gardien ou guide ou je ne sais quoi qui a fait crier mon corps. Ouais. Je sais pas. Il y a plusieurs spéculations possibles. Voilà. Ouais, voilà, ça s'est activé et le truc est parti. Après, plus tard, des années plus tard, de temps en temps, et puis avec les nouvelles informations et connaissances que j'ai actuellement, des fois j'y repense et je pars dans plusieurs spéculations. Bon, déjà, la chose factuelle, c'est que le truc m'a agressé, que c'était un projet hostile, bon ça c'est signé, ouais. et que le truc, après, qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce que c'était virer mon âme et prendre possession de mon corps ? Est-ce que c'était, il s'en foutait de mon corps et juste se nourrir de ta peur ou... Se nourrir de ma peur, ou est-ce que le projet c'était juste tout simplement de me tuer et puis voilà. Il y aurait plusieurs spéculations possibles. Moi j'en vois une, je te la partage, c'est que par rapport à tes capacités que tu as eues déjà depuis l'enfance, plus en fait tu t'éveilles à tes capacités, plus tu es dangereux pour eux et plus tu es attaqué. C'est-à-dire que les gens les plus attaqués en général sont ceux qui ont le plus de capacités. Et c'est justement pour lier en fait à ces capacités la peur de les utiliser. C'est un peu comme ça qu'ils combattent. Hein. Et ton histoire me fait vraiment penser à ça, quoi. C'est pas totalement incohérent parce que c'est vrai que je ressens que j'ai une certaine peur en moi. Tout ce qui est spirituel et de capacités ésotériques, etc., psy et tout, à la fois ça m'attire et à la fois ça me fait peur. Et parfois quand j'essaie de tester certaines choses, etc., je sens qu'une partie de moi a peur de l'effet que ça va avoir sur moi, l'effet qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, je vois qu'une partie de moi a peur, quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment lié à ça, quoi. C'est essayer de désactiver ce que tu dois devenir, ce que tu es venu incarner, ce que tu es venu devenir. C'est possible. Après, tout ce qu'on a évoqué là, il y a des trucs qui sont pas incompatibles. Hein. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Et ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ta vie ?
Oui, bah après, bon, il y a eu un petit passage à vide de plusieurs années, et puis il y a peut-être environ, c'était en août 2013, où là j'ai commencé à côtoyer un petit peu un groupe dit spirituel, l'idée entre guillemets par une nana qui se disait ou prétendait, parce que j'ai jamais eu le moyen vraiment de vérifier, qui se prétendait canaliser une entité. Mhm. Et donc on s'était retrouvé dans le sud, je sais pas citer le lieu, mais dans le sud-ouest de la France, en pleine campagne, etc. Une ambiance assez sympathique. On était une quarantaine de personnes. Et c'est vrai qu'on nous avait dit qu'on allait avoir certaines surprises pendant le week-end, même à un niveau visuel. Ok. Et pendant une méditation, un moment, j'ai regardé le ciel bleu, où il faisait chaud, etc. Il y avait un ciel bleu, pas de nuages. Et par contre, il y a une série de petits nuages très blancs et très denses qui nous ont survolés. Et lorsque les nuages nous survolaient, des visages se matérialisaient sur les nuages. Attends, j'ai pas compris. C'était des ovnis qui passaient dans le ciel? Non, des nuages. Des nuages? Alors après, ovni qui était sous forme de nuages, j'en sais foutrement rien, mais en tout cas, visuellement, c'était des nuages, quoi. Donc des nuages passent et il y a des formes des visages qui se dessinent dessus. Des visages qui se dessinent dessus, tout à fait. Mais bien dessinés, tu vois. C'est pas genre le truc où sous un angle là, tu peux te dire c'est à peu près un visage, et sous un autre angle, bah non, en fait, ça change parce que tu vois les contours du nuage un peu différemment et ça dessine autre chose. Non, c'était un visage vraiment bien dessiné, genre comme si quelqu'un avec Paint avait dessiné un nuage ou avec Photoshop, tu vois, sur le nuage, quoi, vraiment. Hein. Ouais. Et c'était la forme le visage, il décrivait quoi? Un homme, une femme? Tu peux décrire un peu, non, le visage? C'était tout à fait humanoïde dans le sens humain. Bon, ça me semblait un peu androgyne, quoi, j'avoue. Okay. Est-ce que c'était femme ou homme? C'était un peu androgyne, quoi, des traits assez fins, etc. Mais bon, voilà. Okay. Pas de cheveux, il y a pas de cheveux, c'était nez, regard, sourcils, bouche, menton, les contours du menton, de la mâchoire, mais ça s'arrêtait là, okay. Grosso modo. Et il y en a eu comme ça 3 ou 4, au moins 3. Avec des personnes différentes ou le même visage à chaque fois? Non, des visages différents. Okay. Voilà, donc c'est vrai que bon. Et je précise que je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Oui, puis en plus, c'était annoncé qu'il allait se passer quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, okay. Et certains étaient en méditation et n'ont absolument pas vu ça, et d'autres qui étaient un petit peu autour de moi, et tu sais, je me disais, faut regarder là, il se passe un truc, et donc on est peut-être 6-7 à avoir vu ça. Okay. Voilà, ça c'était la journée. Le soir tombé, on a mangé, on parlait, c'était une ambiance assez conviviale le soir. Et là, le nuage était un peu plus présent, mais là, on a été survolé par des ovnis en chaîne, donc c'était à l'unité, hein, c'était un ovni, ensuite 10 minutes plus tard peut-être à peine un autre ovni, etc. Mais on a été survolé par des vagues d'ovnis comme ça, pendant environ 1h30. Un ovni tel on en voit assez régulièrement sur les vidéos, c'est-à-dire une espèce de boule de lumière, mais ça ressemble à moitié comme du plasma, du feu ou du lumière, c'est un espèce de condensé d'étroit, quoi. Ça, c'est un peu étrange. Le truc accéléré, décéléré, gauche, droite, zigzag, etc. Et tous les ovnis n'étaient pas de la même couleur et n'émettaient pas les mêmes lumières. Moi, à ce moment-là, j'étais comme un gamin la veille de Noël, quoi. Surexcité, je tremblais et tout. J'ai toujours voulu voir un ovni de ma vie au moment où ça. C'était ta première observation d'ovni? Oui, c'était ma première, ouais. Okay. C'était ma première. Et franchement, au bout de 17 ou 18 ovnis, j'ai arrêté de compter. Ouais. Voilà. Et environ, alors la hauteur, c'était peut-être, il passait sous les nuages, donc c'était peut-être, tu sais, c'était comme c'est l'été, les nuages sont assez bas. Ouais. Toute la nuit, donc c'était peut-être, je dirais une bêtise, mais 150 mètres, quoi. Ouais. Pas plus haut, hein. Ouais. Vraiment pas plus haut. Et dépend que c'est la lumière, ça éclairait aussi un petit peu les nuages quand ça passait en dessous. Ouais. Alors après on pourrait spéculer qui commandait ça, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était des drones, est-ce que c'était commandé, habité dedans, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est pas humain. Moi j'ai pas vu de plaque d'immatriculation, j'en sais fichtrement rien qui était dedans. D'accord. Mais voilà, c'était pas un avion. Qui avait annoncé que quelque chose allait se préparer parce qu'apparemment elle canalisait une entité, elle avait des infos là-dessus ou pas? Non, elle disait que elle les a observés comme nous, okay. Mais elle l'a très peu commenté. Okay. Voilà.
Ça, par contre, les ovnis, beaucoup plus de personnes les ont vus, au moins une vingtaine de personnes. Ok. Chose qui s'est reproduite le lendemain soir, mais avec moins d'ovnis, peut-être une dizaine seulement. Voilà, mais ça a été pendant 2 soirs, un week-end. Ok. Voilà. Et Ensuite, oui. Vas-y. Ensuite, comme autre observation d'ovnis que j'ai eue peut-être 2 semaines plus tard, où là j'étais en vacances à la maison de campagne familiale. Et bon, je faisais ma vie, etc. Et puis à un moment, comme ça capte très mal Internet là-bas, tu sais, je dois sortir de la maison, je dois prendre un petit chemin de la campagne pour que ça monte un petit peu et que je puisse capter un petit peu Internet. Il y a un moment, j'ai une envie irrépressible de sortir, alors que j'étais allé voir un petit peu Internet 2 heures avant, donc j'avais pas spécialement besoin, mais vraiment une envie irrépressible. Donc je prends mon téléphone et tout, je vais au bout du chemin, et c'était en début de soirée, il devait peut-être être 20-21h. Et là, comme si une force invisible prenait mon menton, je regardais mon téléphone et m'incitait à regarder un petit peu le ciel. Et j'ai la tête qui se lève toute seule. Et là, exactement le même phénomène, le même type d'ovni, de truc lumineux, mais qui passe encore plus près, c'est-à-dire franchement à moins de 100 mètres du sol, hein, et qui me survole comme ça. Et qui me survole en zigzag. Et après qui passe au-dessus de moi, qui continue au niveau de la plaine, une petite d'un champ, une espèce de prairie, c'est en contrebas en descendant là, et qui continue jusqu'au bout de l'horizon, et puis le truc après je le vois plus quoi. Ça passe derrière des arbres, une espèce de pseudo-forêt, et je ne le vois plus. Là je rentre, je fais à ma mère, putain, j'en tremblais quoi. Je lui ai décrit la scène, etc. Enfin, et j'avoue que cette fois c'était vraiment très fort, parce que j'étais tout seul, et ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai ressenti vraiment une salutation. Une salutation personnelle, quoi. Le truc me faisait coucou personnellement. Ça a vraiment été très fort en moi, cette sensation. Ouais. Bref, ça c'était vraiment la deuxième. C'est une sensation qui arrive pas par la tête, elle arrive par le cœur. Oui, au niveau du thorax. Ouais. Ok. C'était vraiment très fort. Alors après, j'en ai une autre, et c'est la seule fois où j'ai observé quelque chose de métallique. C'était dans la cité. Pareil, à un moment, je regarde par la fenêtre et j'ai mon point de vue mon point d'observation qui est automatiquement aspiré vers un angle mort un petit peu au niveau du ciel, quoi, où c'est pas facile de regarder. Et là, quand je regarde, je vois un petit cigare métallique qui survole. On est en pleine cité, hein, c'est dans le 92, etc. En pleine cité, le truc survole la cité. Waouh. Peut-être. Apparemment j'étais le seul. Et à peut-être 250 mètres de hauteur, mais c'était un cylindre, un cigare, mais vraiment tout petit, hein, c'est pas un truc comme on voit de certains radars de centaines de mètres, etc. Mais je dirais que le truc faisait peut-être entre 5 et 10 mètres de longueur, pas plus. D'accord. Je l'estime grosso modo comme ça, hein. Peut-être que c'est un peu plus, je sais pas. Et comme ça le truc survole, quoi, peut-être une centaine de kilomètres heure. Je vois le truc, j'ai qu'une envie, c'est de prendre les jumelles, de revenir et de l'observer avec les jumelles. Le temps de revenir et que je mette les jumelles, je le vois à peine avec les jumelles, mais peut-être une seconde. Et là, pouf, il accélère et il est plus du tout dans mon champ de vision. J'ai eu le temps de le voir peut-être une seconde, quoi. Et j'ai eu le temps de le voir. Il y avait une moitié métallique, une autre moitié qui reflétait le soleil. Tu vois, l'intégralité ne reflétait pas le soleil. Une moitié métallique et une moitié qui reflétait le soleil. La partie qui reflétait le soleil, c'était des couleurs magnifiques, quoi. Ça sublimait les rayons du soleil, quoi. C'était vraiment très étrange. Voilà, grosso modo, c'est toutes les observations d'OVNI que j'ai vues jusque-là. Et après, est-ce qu'on arrive au passage quand on a longuement parlé, toi et moi, et qui a fait le déclencheur de pourquoi on fait cette émission? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps, ou est-ce qu'on jump sur cette partie-là? Non, je crois qu'il n'y a rien entre ces deux événements. Je réfléchis 5 secondes. Non, je ne vois rien. Et non, mais pour faire une petite transition, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves en fait. Ok. Alors, tantôt cauchemar, etc. comme tout le monde, mais je me souviens de mes rêves et ils sont généralement assez bien détaillés, assez profonds. Et je peux m'en faire plusieurs par nuit, tu vois, 2, 3, 4. Bon, il y a aussi des périodes où je m'en souviens absolument pas. Ce qui veut pas dire que je rêve pas, mais en tout cas, je m'en souviens pas. Mais je suis quelqu'un qui rêve assez souvent. Et même, ça m'arrive assez régulièrement des rêves lucides.
Alors, il y a lucide et lucide, hein. Il y a différents degrés de lucidité. Il y a parfois, tu contrôles, enfin, tu ne contrôles pas tes mouvements, tu contrôles pas tes pensées, tu contrôles pas tes dires, etc. Mais tu as toute ta personnalité dans ton corps. Là, tu sais qui tu es, tu sais que tu es en train de rêver, etc. Mais tu contrôles rien. Ouais, c'est un peu comme si tu visualisais toi-même en train d'agir dans quelque chose, un peu comme si on te projetait un film où tu es dedans, quoi. Voilà. Ou alors t'es dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu es vraiment dedans et t'es acteur du truc. Voilà. C'est ça ce que tu veux dire par niveau de lucidité. Ouais, niveau de maîtrise, de contrôle, ouais. Etc. Mais en tout cas, lucidité, au moins tu sais qui tu es, ta personnalité, voilà. Et ça, j'en fais régulièrement. Et le rêve le plus lucide que j'ai fait, c'est-à-dire que je savais qui j'étais, j'avais toute mon expérience, je me souvenais absolument tout de là, ce dont je me souviens de toutes mes années d'existence ici. Une capacité au niveau de ma mobilité où je contrôlais tout, je contrôlais mes pensées, mes dires, etc. Tout à 100%. Il y en a eu qu'un seul, et c'était le 8 février, la nuit du 8 février 2015. Donc ça fait pratiquement 2 ans. Et en fait, avant de raconter ce rêve, pour que les gens comprennent, pendant mon lycée, j'ai été ami avec un mec, avec un très bon ami qui s'appelait Kevin, et qui est mort depuis, et qui est mort de la maladie de Crohn. Pour ceux qui connaissent, hein, ils font des recherches sinon, c'est pas une maladie très cool des intestins. Et il est mort à assez, je sais plus, il avait 21 ou 22 ans, quoi. Okay. C'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu c'est une boule au ventre, parce que je l'ai pas trop assisté dans sa mort. Bon, j'ai un peu merdé de ce côté-là, j'avoue. Et voilà, donc il est mort. Et donc en fait, je rêve. Enfin, je crois rêver, mais c'est extrêmement réaliste. J'ai un contrôle total de mes pensées, etc. et tout. Et en fait, je suis en pleine rue. Je me retrouve en pleine rue. C'est-à-dire, moi, je crois être en train de rêver. Je sais pas si je suis en train de rêver ou tu vois, c'est étrange parce que j'avais la sensation de m'être endormi. Tu vois. Et lorsque j'ouvre les yeux, je suis totalement moi. Tu vois, je suis totalement conscient. Mais je comprends pas. Je me suis endormi. Comment est-ce que je peux me retrouver là, tu vois? Ouais. Et au niveau image et couleur, c'était très net. Ah, c'était totalement net, c'était très très net, comme là je te parle. D'accord. C'est aussi par exemple le degré de lucidité, diffère aussi en fonction exactement de ce que tu dis, la netteté de la vision. Parfois c'est plus flou que d'autres et tout. Là c'était extrêmement net, tous les détails, etc. Et le spectre lumineux était-il le même que celui observable avec des yeux physiques? Très légère différence. C'était assez proche, mais une très légère différence. Les couleurs, etc., il y avait une très légère différence. Ok. Voilà. Donc pour toi, t'étais dans l'éthérique. C'est ce qu'on m'a dit par la suite. Enfin, mais sur le coup... C'est ce qui me semble aussi. Hein. Mais sur le coup, je ne savais absolument pas. D'ailleurs, j'en buguais complètement parce que je savais m'être endormi, et là, j'étais ailleurs. Donc je disais, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis somnambule, je me suis baladé, je suis ailleurs, etc. J'en venais à ce point, tellement c'était lucide. Et là, donc j'étais en pleine rue, il y avait des gens qui circulaient, qui marchaient. Et là, j'ai tourné la tête sur la droite, et je vois Kevin s'approcher vers moi. Tu vois, il était à 7 mètres, il est en train de marcher vers moi. Et là, panique totale dans ma tête, je bug. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort, Kevin, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et là, il arrive vers moi. Je commence à bégayer, à lui poser des questions. Je dis, mais attends, mais t'es mort, qu'est-ce qui se passe et tout? Il commence à me couper la parole. Il fait, calme-toi, je vais t'expliquer. Tout se passe bien. T'es en train de rêver, mais t'es sur le plan éthérique. C'est tout de suite, il me l'annonce comme ça. Ah, il te l'annonce direct. Ah oui, il me l'annonce direct. Okay. Il commence par me briefer de plusieurs choses, mais il commence à introduire je pense pour me rassurer, pour me dire t'es pas mort, etc. Parce que tu sais, tout de suite, moi, j'associe ça peut-être à la mort. Ouais. Okay. Bah oui, je vois Kevin qui est devant moi et je sais fondamentalement qu'il est mort, hein, je sais de quoi il est mort, etc. Pour moi, je pense aussi que je suis mort. Je l'ai rejoint, tu vois, un délire comme ça. Non, il me rassure tout de suite, tu n'es pas mort, etc. C'était sur le plan éthérique. Et puis là, on commence à discuter de choses diverses, et puis il commence à me briefer sur là où il est, le plan éthérique, comment ça se passe, etc. Donc il m'explique que là on est actuellement dans une ville
une ville sur le plan éthérique. Alors il n'y a pas de nom quoi, il m'a pas dit de nom, mais c'est une ville, c'est un petit peu de type, je sais pas si on peut dire ça, féodal. C'est-à-dire au centre, tu as vraiment la haute bourgeoisie ou la royauté, etc. Et plus tu vas vers l'extérieur, et plus c'est les, enfin c'est pas le bon terme, mais plus c'est les gueux quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Voilà, c'est un peu le type féodal quoi. Ça reprend un peu ce système hiérarchique là. Et on était relativement proche de la bordure. Et donc il m'explique ça, il m'explique qu'on est donc sur le plan éthérique, voilà, que je suis pas mort, que je suis en train de rêver, etc. Mais que j'ai été directement transposé sur le plan éthérique, que ma venue apparemment était programmée, voilà, et qu'il savait que j'allais arriver, qu'il devait m'accueillir. Donc là, moi forcément, j'ai envie de lui poser des questions. J'ai dit, mais comment tu savais, etc. Qui t'a dit, qui t'a briefé, etc. Et là, il voulait pas me répondre. Franchement, les 3/4 des questions que je lui posais, il a omis de me donner une réponse. Il voulait pas me répondre. Donc je sais pas si c'est de son propre libre. Oui. Bah, il devait y avoir des raisons pour ça. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais je sais pas si c'est de son propre libre arbitre ou si on lui a dit de pas répondre à certaines de mes questions, tu vois, précises. Plusieurs choses possibles. Également, en fait, il détournait le regard aux questions auxquelles il ne voulait pas me répondre. Parce que la chose que j'ai pas dite, c'est que tu sais, quand toi tu vois quelqu'un dans les yeux, t'arrives à peu près à savoir quand est-ce qu'il te ment, quand est-ce qu'il est pas sincère, etc. Tu vois, il y a quand même un échange subtil qui se fait. Je parle sur le plan physique, hein. Ouais. Un échange subtil qui se fait avec quelqu'un. Tu vois, ce qui participe aussi au discernement. D'une manière générale. Et ben, imagine cette sensation, mais franchement décuplée, mais c'est même pas décuplé, c'est x20 quoi. Au niveau de la puissance et de l'impact que ça a, mais c'est exactement ça en substance. Et ben, en fait, quand on se regardait au niveau des yeux, c'est comme si on échangeait des informations. Je captais des informations en lui et lui il captait des informations en moi. Mon état émotionnel, un peu mes pensées. En télépathie, vous étiez en. Ouais, voilà, il y avait une forme de télépathie quoi. C'était très étrange. Et aux questions auxquelles il ne voulait pas me répondre, il détournait le regard. Il regardait ses chaussures, il regardait le sol, etc. Mais il cachait son regard. Pour pas que tu vois en lui la réponse. Ouais, pour pas que je capte des trucs, des éléments de réponse ou quoi. Franchement, c'était frustrant, c'était même désagréable. Et après, hop, dès que mentalement je pensais à autre chose, je passais à autre chose, il me regardait dans les yeux, il revenait quoi. Et en même temps, on marchait très lentement sur une longue avenue avec des pavés et une longue avenue en pierre. Et voilà, donc on marchait. Alors sur cette avenue, il y avait des petits commerces sur les bordures extérieures, les deux bordures extérieures de l'avenue, des petits commerces, des gens qui rentraient, qui sortaient. Enfin, je supputais que c'était des commerces. Certains, c'était assez facilement reconnaissable. Je voyais des espèces d'affiches et tout, même si j'y prêtais pas une énorme attention. Et d'autres où c'était probablement des commerces aussi. Et au niveau architecture, technologie, tu dirais que c'était une période qui équivaudrait à quoi sur Terre, ici, dans cette densité? Très franchement, à peu près notre siècle. Hein. Ok. À peu près notre siècle. Par contre, l'architecture, en tout cas pour cette partie-là de la ville, tu sais, ce cercle concentrique un peu, pas vraiment gueux, on n'était pas totalement à l'extérieur, mais c'était pas la haute bourgeoisie, c'était assez austère. Les immeubles se ressemblaient tous, il y avait des immeubles aussi, il y avait des espèces de pavillons, mais il y avait aussi des petits immeubles, et c'était assez austère et gris. Et c'était rectangulaire, un peu comme ici. Okay. Pour les gens qui ont vu ce film, Equilibrium, au tout début, on voit certaines architectures de bâtiments, ça ressemblait assez à ça. Okay. Voilà, pour donner une image mentale. Donc ensuite, on a continué à marcher. On parlait de choses et d'autres. Alors après, c'est des trucs un peu intimes, un peu personnels, mais je lui présentais un peu mes excuses par rapport à le fait de ne pas l'avoir accompagné dans la mort, etc. J'avais pas assuré cette période-là. Il m'a même pas laissé terminer. Il m'a un peu coupé la parole en disant, écoute, ça n'a aucune importance. De toute manière, je ne suis pas mort. Hein, je suis ici. Hein, je ne suis pas mort. Donc je fais oui, effectivement. C'est un côté rassurant. Oui. Non, mais ça peut paraître bête comme ça, mais oui, il n'est pas mort, effectivement. Il est juste ailleurs. D'ailleurs, au niveau du physique, il ressemblait, on va dire, à 95% au Kevin que moi j'ai connu, mais il y avait quelques traits du visage. Alors, je sais pas si c'est les années qui ont passé, ou je sais pas si c'est parce que c'est pas son corps physique, c'est son corps éthérique qui était actuellement, mais c'était pas 100% le même. C'était, on va dire, entre 90 et 95, quoi, tu vois. Il y a quelques petits éléments qui changeaient.
même au niveau de son comportement, c'était, je sentais que c'était le Kevin que j'ai connu, mais c'était quelqu'un de plus mature, de plus sérieux, puisqu'il était quand même assez fifou que celui que j'ai connu. Et voilà, c'était lui, mais c'était un lui nouveau, quoi. Et d'ailleurs, il était pas, je sentais dans ce que j'ai capté au niveau de son regard et au niveau de son comportement, sa gestuelle et tout, que tout ça traduisait qu'il n'était pas spécialement heureux d'être là. D'accord. Il était pas, non, il était pas heureux, quoi. C'était pas l'éclate pour lui. Ok. Et il t'a dit pourquoi c'était pas, que tu as fait la remarque ou il t'a dit pourquoi c'était pas les, non. Ou tu as compris par rapport à ce qu'il t'a dit pourquoi c'était pas les. Non, je l'ai pas commenté, mais je l'ai compris que c'était pas l'éclate pour lui. Mais on l'a pas commenté tous les deux. D'accord. Okay. Donc ensuite on a continué à marcher et là il m'a donné une sacoche. C'est une sacoche avec une bandoulière que j'ai passée autour de moi et il m'a dit ça, garde-le avec toi, ça te sera utile pour après. Ok. J'ai fait comment ça pour après, tu viens pas avec moi? Il fait non, je vais te laisser là, tu vas continuer ton parcours tout seul. Okay. J'ai fait mais je vais où, etc. Il fait non, mais tu vas où tu veux. Il fait de toute manière, tu pourras pas beaucoup t'éloigner de ton parcours qui est grosso modo prévu. Et c'est vrai que c'est ce que je ressentais. J'avais une liberté, etc. Mais je ressentais que je pouvais pas beaucoup m'éloigner d'un certain parcours de A à B, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette sensation, quoi. C'est un truc un peu prédéfini. Et il m'a laissé là. Et il est parti assez limite un peu précipitamment. Il m'a dit au revoir avec la main et puis il est reparti, quoi. Je fais bon. Ah oui, excuse-moi. Chose que j'ai oublié de briefer, un élément très intéressant. Il m'a briefé sur les rêves. Moi qui fais beaucoup de rêves, il m'a briefé sur les rêves et il m'a dit que c'était un sujet complexe. Il m'a dit que pour analyser les rêves, c'est pas facile et ça demande certaines connaissances. Alors pour essayer de résumer ça de manière brève. C'est-à-dire que déjà, il m'a dit il y a plusieurs catégories. Il y a les gens qui ne se souviennent pratiquement pas ou jamais de leurs rêves. Bon, c'est une catégorie, on les met un peu à part. Hein. Excuse-moi pour eux, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a des rêves qui sont, il m'a dit, de la bouillie mentale. C'est-à-dire, c'est pas des rêves, c'est même pas des vrais rêves, c'est ton inconscient qui fait une bouillie mentale avec ton quotidien. Et il m'a dit, il y en a très peu de choses à en retirer au niveau de la substance, quoi, informative. C'est un peu de la névrose, etc. Mais c'est pas très intéressant. Il m'a dit c'est une deuxième catégorie. La troisième, il m'a dit ce qu'on appelle les rêves manipulés. Alors soit les rêves manipulés, il m'a dit soit par technologie, soit par des entités. Okay. Des entités externes, des entités internes, il m'a dit, et aussi des technologies. Alors après, là c'est moi, je précise que c'est mon rajout à moi, avec mes connaissances et tout, mais t'as peut-être des technologies scalaires, des implants. Peut-être des mauvaises choses qui circulent par des ondes Wi-Fi, des ondes téléphoniques, etc., des ondes électromagnétiques. Mais je pense que on peut regrouper tout ça comme ça. Okay. Mais en tout cas, des rêves manipulés par des technologies et des entités. Je pense que grosso modo, on peut dire que généralement, quand ça arrive, ça doit pas être des rêves très agréables. Ou alors peut-être à but de te désinformer, de te faire switcher de ta vraie voix. Si tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Donc ça, c'est les rêves manipulés, c'est une autre catégorie. Ensuite, il m'a dit, on arrive à la partie des rêves sincères, des rêves authentiques. Et là, il m'a dit, c'est un peu compliqué parce que, tout comme sur le plan physique, on a des zones géographiques différentes, genre, je sais pas, moi en France et toi qui suis aux États-Unis, ouais. Eh bien, il y a la même chose sur les autres plans. C'est-à-dire sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental, bouddhique. Enfin, après, je connais pas toute la hiérarchie par cœur, etc. Mais voilà, t'as tout ça. Donc, il m'a dit, par exemple, imaginons, toi et moi, là, on s'endort instantanément, on rêve. Tous les deux, on va sur le plan éthérique. Bah, moi, je vais rêver que je suis sur l'équivalent géographique de la France sur la zone éthérique, sur le plan éthérique, et toi, sur la zone géographique des États-Unis, mais sur le plan éthérique. Et quand on va se réveiller, on va penser que peut-être on était sur deux plans différents, ou même carrément sur deux mondes différents. Alors qu'en fait, on était sur le même plan, mais sur deux zones géographiques différentes du même plan. Ouais. Ce qui complexifie, c'est pour ça qu'il m'a prévenu, c'est assez complexe. Ça complexifie encore l'interprétation, etc. Ouais. Donc voilà. Donc après, en plus, tu rajoutes à ça avec tous les différents plans, plan astral. Il t'a pas donné des tips pour contrôler justement où est-ce que tu vas là, de façon consciente? Non, que dalle. Par contre, il m'a dit que on y allait, sauf quand c'est préprogrammé par des anges, etc. et tout, mais on y allait en fonction de la vibration. Donc après, je suppose que
inconsciemment ou consciemment, en modifiant sa vibration, ça va influencer modifier, quel type de rêve ça va tu vas... influencer quel type de rêve et où est-ce qu'on va. Parce qu'il y a des rêves qui sont des rêves, mais il y a des rêves qui sont juste des voyages. Des voyages, exactement. Donc parfois il y a les gens amalgament tout ça en étant des rêves, mais oui non, il y a les rêves et il y a les voyages sur d'autres plans nous on interprète comme étant des rêves. Voilà. Donc ça c'est une autre catégorie. Ah oui, il faut aussi rajouter que certains plans ont des sous-catégories. C'est-à-dire que par exemple le plan astral, tu sais, t'as le plan astral inférieur, supérieur, etc. Et tous les plans n'ont pas les mêmes sous-catégories. Par exemple, même sur le plan physique, tu as des sous-catégories en termes de vibration. Je sais pas, tu vas à la défense, etc. Ça vibre assez bas, c'est assez lourd comme ambiance. Et tu vas dans un endroit de la nature qui est magnifique, avec un ruisseau, etc. Bien épuré au niveau de l'air et de l'eau, au niveau de la pollution et tout. Au niveau de la vibration, ça n'a rien à voir. Pourtant, ça fait partie du même plan. Et en fait, c'est deux sous-plans différents du même plan. Ouais. Tu me dis si je suis pas intelligible. Non, mais ça me parle, oui. On parle par exemple des zones de vortex énergétique ou des choses comme ça, sur des qui sont plus forts à certains endroits de la planète. Ok. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une autre grosse catégorie des rêves qui sont en fait des voyages. Après, je lui ai demandé si on pouvait aller ailleurs de la Terre. Lui, il m'a dit que c'était possible, mais que c'était très rare parce que effectivement la Terre était en quarantaine. Voilà. Ce qui a corroboré tout de suite certaines informations de Cobra, Koragoud et même bien d'autres. Ce qui à l'époque, moi j'avais du mal parce que toi, il y avait beaucoup d'informations. J'avais un petit peu de mal à dépoussiérer ce qui était du vrai, du faux, à moitié vrai, à moitié faux. C'était un peu compliqué et ça m'a permis aussi indirectement de faire un certain tri dans toutes ces informations. Donc voilà. Après, il m'a dit, il y a une autre catégorie, je crois que c'est la dernière, c'est tu fais un rêve, mais en fait c'est un rêve karmique. C'est-à-dire que tu vas rêver une vie passée, soit une de tes vies passées à toi, soit une de tes vies passées, mais à ton double sur d'autres plans. Enfin, quand je dis ton double, c'est une autre partie de toi-même sur un autre plan. Parce que, par exemple, Laurent, t'as un autre Laurent, une partie supérieure de Laurent qui est sur le plan éthérique, astral, etc. et tout. Et même ces parties-là ont des rêves, ont des vies, passées, tu vois, karmiques, passées. Et ben, tu peux faire des rêves par rapport à ces vies-là, passées de tes autres toi sur ces autres plans. Tu me dis si je suis pas clair. Non, si c'est clair. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est clair. Je sais pas pour les auditeurs qui nous écoutent si c'est clair. Mais moi, ça me parle énormément puisque j'ai vécu des choses comme ça, donc c'est clair. Tu peux faire aussi des rêves. Tu peux rêver des vies que tu as actuellement sur d'autres plans en temps réel, entre guillemets. Donc là, c'est pas forcément passé, ça peut être aussi actuel. Tout à fait. Et donc là, tu es spectateur de ce que tu es en train de faire à un niveau supérieur ailleurs. Quoi. Ouais. Voilà. Donc là, c'est grosso modo ce qui m'a un peu expliqué sur les rêves. Ok. Avant de me laisser continuer. Donc bon, là, il m'a remis la sacoche. Okay. Est-ce que quand il t'a remis la sacoche, t'as regardé ce qu'il y avait dedans ou pas, non? Pas tout de suite. Je l'ai fait un petit peu après, peut-être une 50aine de pas plus tard. D'accord. Et oui, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'il y avait dedans. Alors premièrement, j'ai vu un bédo. Alors, je précise que je ne fume pas. Hein. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est pas mon truc. Mais voilà, c'est factuel. J'ai vu un bédo, mais vraiment long. Hein. Genre, il faisait au moins 15 cm. Puis il était super bien roulé. Enfin, on aurait dit un bédo cosmique. Quoi. Le truc, ça a été fait par une pléiadienne. Quoi. C'est abusé. Hein. Vraiment magnifique. Je fais, mais qu'est-ce que ça fout là? Genre, moi, je fume pas, je m'en tape. Bon, j'ai fait OK. Je l'ai remis dans ma sacoche. J'ai regardé ce qu'il y avait d'autre. Et là, j'ai trouvé un espèce de passe bien plastifié, assez gros. Une carte, quoi, comme une espèce de carte d'identité, mais en bien plus gros. Et il m'avait prévenu que j'allais avoir besoin d'un pass et que je l'aurais dans la sacoche. Ça, j'avais oublié de le dire. Il m'a dit que je l'avais. Et donc je l'ai pris et en fait je l'ai gardé en main. J'ai continué à marcher et là je suis arrivé devant une longue file de personnes qui faisaient la queue devant un passage. Un passage qui marquait une séparation entre deux sphères extérieures.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est tu passes d'un passage à une autre, comme si tu passais d'une classe sociale à une autre. Oui. Tu vois. Oui. On va le formuler comme ça pour aller. Donc c'est une espèce de frontière. Il y a un poste frontière. Peut-être. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Et qui était gardé par environ 4-5 gardes. Et donc celui que j'ai abordé, il avait même une lance. Il avait même une lance. Il était bien un espèce de soldat un peu maillé, etc. Il avait une lance. Et l'ambiance était assez lourde. Hein. Les mecs, ils faisaient recaler. Enfin, les gens se faisaient un peu recaler comme des merdes. Hein. Franchement, c'était pas très agréable à voir. Et moi, je suis arrivé à la toute file de droite où il y avait pratiquement personne. Et j'ai vu tout de suite l'hostilité du garde. Il avait un visage très froid et il était hostile. Et là, il m'a vu. Et j'ai vu, quand j'ai capté son regard, j'ai tout de suite vu en lui et j'ai senti qu'il pensait de moi, mais qu'est-ce qu'il fout ce gars-là, c'est qui ce gars-là, comment il est fringué, etc. J'ai ressenti un peu ses pensées. Et là, j'ai fait j'ai présenté mon pass. Et là, j'ai vu son étonnement sur son visage quand il a vu mon pass. Il était très étonné. Il m'a regardé, il m'a reluqué de bas en haut, il m'a redonné le pass, puis il s'est écarté, il s'est poussé sur le côté et il m'a laissé passer. Donc je suis écoute. Donc, manifestement, je sais pas qui a donné ce pass à Kevin, mais c'est quelqu'un ou un groupe, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a ses entrées, quoi. Ouais, quel bras long. Exactement. Donc là, je continue. Et là, tout de suite, c'est une ambiance différente. Hein. C'est-à-dire que même au niveau de l'architecture, c'est un petit peu plus fleuri. Il y a des arbres, c'est un peu plus vert. On voit quand même qu'on passe à un niveau supérieur. Les lignes, c'est plus joli au niveau de l'architecture. C'est pas vraiment romain, mais ça s'en approche. Mm-hmm. Donc je marche sur des grands. Je commence à monter des escaliers, des grands escaliers d'ailleurs. Il faut que je fasse des enjambées assez longues. Et j'arrive sur une petite place pavée. Et là, je vois deux hommes discuter de dos, enfin sur le côté. Un homme chauve, rasé, et il est en robe, il a une espèce de robe noire, quoi, assez lourde, assez dense, assez épaisse. Et il discute avec un homme avec les cheveux blancs. Et je vois qu'il discute. L'homme en noir s'en va. Ils ont certainement fini de discuter. J'observe la scène en fait. Mm-hmm. Et là, l'homme blanc se retourne. J'étais peut-être à environ, on va dire, 10 mètres d'eux, hein, pas plus. Là, se retourne. Et le mec, c'était Benjamin Netanyahou. Putain de merde. Le mec, c'était Benjamin Netanyahou. Et là, il me capte du regard. Et là, instantanément, il y a la connexion au niveau du regard qui se fait, qui est très spontanée et facile sur ce plan-là. Et là, tout de suite, on échange plein d'informations. Enfin, c'est très étrange. Tout de suite, je capte qui c'est. Instantanément, il capte qui je suis et d'où je viens. Et je sens sa colère et sa haine à mon égard. Et moi, je ressens que c'est le Benjamin Netanyahou de notre plan-ci, en fait. D'accord, de notre densité. Qui était tout à lui fait. Aussi en voyage, un peu comme toi, là-bas. Tout à fait. Alors après, je sais pas comment il est venu, avec une technologie, avec une méditation, enfin avec, j'en sais fichtrement rien par quel procédé il est arrivé là, mais je capte l'information que c'est lui. D'accord. Et je capte aussi, qu'il ressent de la colère, etc. Mais je capte qu'il est excédé parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. D'accord. Apparemment, il n'a pas, je sais pas si c'est une histoire d'autorisation, je sais pas pourquoi, mais je capte qu'il ne peut rien faire et qu'il en est foudrage. Alors je sens qu'il a qu'une envie, c'est de m'écraser la tronche. Et là, je sens qu'il cherche un moyen de me nuire, etc. Je sens qu'il trouve pas. Et en fait, je commence à capter des informations de lui. Donc je commence un peu à fouiller plus en amont au niveau de sa pensée, au niveau de ses émotions et tout. Et là, tout de suite, je sens qu'il ressent que je fouille plus profondément que lui et qu'il veut couper la connexion tout de suite. Et là, il a fait un peu comme Kevin. Tout de suite, mode système D, il regarde ses godasses, il regarde le sol, et en fait, il coupe le regard, quoi. Ouais. Je sens que c'est la seule solution qu'il ait trouvée pour m'empêcher tout de suite. Et il regarde le sol, il me tourne les talons et il se barre. Il va dans la même direction que l'espèce d'individu prêtre, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et voilà, il va le rejoindre, quoi. Moi, j'étais sur le cul, quoi. Je fais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc j'ai pensé, je suis passé
dans un processus mental. Qui sait, enfin, comment est-ce qu'il est venu, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. J'avais lu dans certaines lectures que bon, c'est quelqu'un d'assez haut dans la cabale, hein, je pense qu'on s'en doute, mais que c'était pas tu vois, c'est pas Henry Kissinger non plus, c'est pas Joe Biden, c'est pas des gens très très, c'est pas la plus haute. C'est pas la plus haute strate quoi, au niveau de l'oligarchie, hein. Enfin au niveau de la cabale. Donc à la fois j'étais un peu étonné et en même temps pas, mais bon j'étais un peu inquiet quoi. Okay. Bref. Donc il s'en va, je continue mon petit passage et je passe, je contourne sur la gauche cette petite place, je continue un petit peu plus loin où en fait je suis de la musique. J'entends un petit peu de la musique, mais c'était vraiment très sommaire quoi, un petit peu de violon, etc. Des instruments à cordes en tout cas. Et donc je m'y approche et je vois une cérémonie. Et là, le même prêtre que j'avais vu avant, on m'appelait ça un prêtre, hein, pour faire vite, c'est un mec avec une robe noire. Alors pour ceux qui voudraient l'imaginer, ça ressemble à pour ceux qui ont vu le film Dark City. Je sais pas si tu l'as vu toi. Non, tu l'as peut-être pas vu. Si, ça me parle. Si. Dark City, si vous voyez les mecs chauves, un peu habillés en noir, etc., ça ressemble, on va dire à 90%. Les mecs que j'ai vus. Ça ressemble à 90% à ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le film et que vous avez la bonne grille de lecture, il y aurait quelques corrélations à faire avec mon expérience, je pense. Hein. Okay. Enfin bon. J'invite les auditeurs à regarder Equilibrium et à regarder Dark City pour un petit peu mieux comprendre mon expérience. Et donc là, je vois un attroupement de ces personnes-là. Ils étaient peut-être une trentaine. Ils discutaient, ils mangeaient. Certains dansaient presque même. Ça m'a étonné. Ils dansaient presque, mais ils avaient des danses un peu saccadées, un peu pas robotiques, mais tu sais un peu limite, enfin je vais pas être grossier, mais tu sais, ils avaient un peu un balai dans le cul quoi. C'était un peu étrange comme danse. Donc je les regarde, j'étais un peu interloqué, je m'approche, je me mélange même un petit peu à eux, même s'il y avait une partie de moi qui était un peu apeurée. Et là, je sais pas pourquoi, je fouille dans ma sacoche et je prends le bédo. Et au moment où j'ai pris le bédo et je l'ai sorti, j'ai attiré par cet événement, j'ai attiré le regard de beaucoup de ces personnes. Et là, j'ai senti l'hostilité. Apparemment que j'avais fait une connerie, quoi. C'est-à-dire que ce truc était absolument prohibé ici. Je n'avais pas à avoir ce truc avec moi. Et encore moins à le sortir au moment où je l'ai sorti, quoi. C'était hors sujet, hors propos. Et là, tout de suite, tu sais, je l'ai mis dans ma main et je l'ai mis dans mon dos. Et il y a un prêtre qui est venu vers moi et qui a commencé à me parler avec une voix très grave. Et qui me disait qu'est-ce que t'as dans la main, qu'est-ce que t'as, tu dois pas avoir ça ici, qu'est-ce que t'as, qui tu es, à me poser plein de questions en chaîne, tellement en chaîne que je pouvais même pas répondre à une seule parce qu'il m'enchaînait. J'ai fait non mais moi je suis ici en paix, calmez-vous, je suis juste ici en observateur, je me balade, j'ai le droit d'être ici, hein, je suis passé. Et voilà, il me dit mais qu'est-ce que t'as dans ta main? Et là je lâche le bédo sur le sol. Et là, donc, je remets ma main devant moi. Je fais mais rien, regarde, ma main est vide, hein, j'ai absolument rien, j'ai rien à me reprocher, c'est bon, relax quoi. Et là, tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que je me barre, qu'il fallait pas trop que je reste ici. Donc, j'ai fait marche arrière, je suis retourné au niveau de la place. Et voilà, donc là, je me suis dit, faut mieux que j'évite cette partie de la zone, hein, c'est pas bon pour moi. Et donc que je continue un peu mon parcours. Okay. T'as des questions ou j'enchaîne? Non, vas-y, enchaîne. Donc là, je continue encore par des grosses marches, des marches vraiment très longues, très grandes. Pour ceux qui connaissent un petit peu à la Défense, entre la Défense et l'Arche de la Défense, il y a des grandes marches pour monter. Ça ressemblait un peu à ça, encore même un petit peu plus grande, blanche. Et donc je les monte, et là j'atterris un peu en haut vers une zone résidentielle, pavillonnaire. Et là je me sens un petit peu guidé. Je me sens un peu en pilote automatique, c'est-à-dire que je savais à peu près où aller, et donc je rentre par un espèce de, c'est pas de Porsche, mais on va appeler ça un Porsche quoi. Je rentre par un espèce de Porsche, je monte des escaliers, et je sais instinctivement, intuitivement quel escalier prendre et à quelle porte sonner. Donc je sonne à une porte, et là une femme ouvre la porte, et cette femme, c'était ma copine de l'époque, sur le plan physique. Ok. Qui je ne suis plus avec actuellement, mais qui s'appelait Julie. Et elle m'ouvre. Là, on a les yeux comme des hiboux tous les deux, quoi. Enfin, elle sait pas qui je suis. Elle n'était pas au courant de ta venue. Ah non.
Elle n'était pas au courant de ma venue, elle ne sait pas qui je suis. Par contre, moi, je la reconnais tout de suite. Elle savait pas qui t'étais, ok. Non, elle ne savait pas qui j'étais. Et pareil, c'est le même processus que Kevin. Elle ressemblait entre 95% à celle que je connaissais, quoi. Avec quelques légères variations au niveau des traits, la morphologie et tout, mais c'était vraiment pratiquement pareil. Hein. Et elle répondait d'ailleurs au prénom de Julie. Et moi je suis là, Julie, mais c'est toi, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je commence à bégayer, je pose plein de questions. Elle fait, mais qui êtes-vous, etc. et tout. Donc là, je sens tout de suite, et à la fois au niveau du regard et au niveau de ce qu'elle raconte, qu'elle me connaît pas et qu'elle ne sait pas qui je suis, et qu'elle n'était pas briefée de ma venue ni quoi que ce soit, en rien. Donc là, pour résumer, hein, je lui briefe tout ce que j'ai fait avant et qui je suis à peu près, d'où je viens et tout. Et donc je lui explique. Ça la met un peu en confiance, ça la rassure. Et elle m'invite à rentrer dans son appartement qui était relativement luxueux. Donc je rentre, un salon qui fait peut-être environ, je sais pas, on va dire 40 mètres carrés. À la droite du salon, une baie vitrée. À la gauche du salon, une autre baie vitrée qui menait à une autre partie, on va dire, une partie au niveau du balcon, une petite partie un petit peu en extérieur. Et donc table, chaise, etc. Franchement, au niveau de la décoration, on pourrait presque dire que c'est un truc terrien, hein, pratiquement. C'est effarant à quel point ça pourrait ressembler. Hein. Même au niveau de l'extérieur, on pourrait dire que c'était presque une ville terrienne. Hein. C'est assez étrange. Tu es là ? Oui, je t'écoute. Et donc on commence à discuter. Et donc voilà, je lui donne des informations sur moi, etc. Elle était un peu sur le cul. On s'assoit tous les deux donc, sur. Quand tu lui donnes des informations sur toi, tu lui expliques d'où tu viens, etc. ou... Oui, tout à fait, j'explique tout. Ok. Et à la fois elle était étonnée et en même temps elle m'a dit, et puis j'ai ressenti également, qu'une partie d'elle était pas si étonnée que ça, parce qu'en fait plus tu rentres dans l'intérieur de la ville, plus tu as affaire à l'élite, enfin plus tu montes d'élite en élite, et plus les connaissances et les instructions font partie de la vie des gens en fait. En fait les gens à un certain niveau de l'élite ont connaissance qui sont sur le monde éthérique et qu'il y a un monde physique, et quand tu meurs sur le monde physique, bon pas toujours, ça dépend de plein de choses de ta vie, ta vibration, ce que tu as fait, etc. et tout, de plein de facteurs, mais la majorité du temps on atterrit sur le plan éthérique. Et à partir d'un certain niveau d'élitisme, tu es au courant de ça, tu es briefé, tu es instruit sur ça, quoi. Et elle, c'était son cas. Okay. C'est ce qu'elle m'a expliqué, hein. Voilà, donc on s'est posé tous les deux sur un espèce de... Elle avait pas de canapé, mais elle avait un espèce de matelas de repos qui était un peu gélatineux, un peu comme on a sur le plan physique, tu sais, on a certains matelas où tu remplis d'eau. Où tu dors sur ça d'ailleurs, c'est pas très agréable, mais c'était à moitié une texture intérieure entre de l'eau et de la gélatine. C'était très bizarre, par contre c'était très agréable une fois assis dessus. Ou allongé. Bref, on se posait sur ça et on discutait de choses et d'autres. Et moi, je posais des questions. Je fais, mais c'est étrange, tu te souviens absolument pas de moi. Enfin, je sais pas, de la relation qu'on a, etc. De tes enfants que tu as sur le plan physique, je sais pas, ton ex-mari, enfin des conneries diverses et tout. Et elle fait non, absolument pas. Donc là, je lui ai donné un peu de détails par rapport à elle sur le plan physique. Tu vois, je lui racontais un peu comment elle est sur le plan physique, quoi. Donc ça lui a fait un peu bizarre. Elle était en demande. Ouais, elle était en demande de ces informations. Ouais, elle m'a posé quelques questions, ouais. Okay. Pas des masses, mais elle m'en a posé 3-4, ouais. Après, c'est surtout moi qui ai instinctivement beaucoup digressé sur elle. Okay. Mais elle m'en a posé 3-4. Après, on a été coupé dans la discussion par la nounou. La nounou, j'appelle ça nounou, mais c'était quelqu'un qui gérait ses enfants à peu près au quotidien, ou je sais pas si c'était au quotidien ou au niveau de l'instruction, mais en tout cas qui ramenait ses deux enfants qu'elle avait sur ce plan-là, sachant qu'elle a deux enfants également sur le plan physique, qui ramenait ses enfants là chez elle. Okay. Donc elle avait un enfant. De majordome féminine. Ouais, on va dire un peu ça comme ça, ouais. Okay. Elle avait donc un enfant, un petit garçon d'environ 2 ans et une fille d'environ 6-7 ans. Okay. Et là j'ai ressenti en fait après elle me l'a expliqué, mais j'ai ressenti un peu une espèce de, pas de froideur, mais de... tu vois, sur le plan physique, bon, il y a de tout, hein, mais il y a quand même des gens qui sont très chaleureux avec leurs enfants, qui les prennent dans ses bras, tu vois, il y a beaucoup de tendresse avec nos enfants et tout, bon, pas toujours malheureusement, mais ça arrive.
Et là, il y avait quelque chose d'assez mécanique par rapport à ces enfants. Je sentais de l'amour et tout, mais voilà, il n'y avait pas trop... Une sorte de détachement. Ouais, voilà, exactement, c'est le terme. Une sorte de détachement. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations physiques et de démonstrations émotionnelles envers ces enfants. Mm-hmm. Ce qui m'a un peu, pas choqué, mais tu vois, je trouvais ça un peu désagréable, quoi. Tu vois, c'est pas top. Après, elle m'a expliqué effectivement que dans ces initiations et dans ces phases d'instruction, enfants, adolescents et jeunes adultes, sur ce plan-là, on leur apprend le détachement par rapport à ces émotions. Mais qu'en fait, alors c'est pas elle qui me l'a exactement expliqué, mais c'est moi qui l'ai compris de par les informations subtiles qu'elle m'a envoyées par le regard et par moi, on va dire la compréhension globale que j'avais de ce plan-là. J'ai la forte impression que ça joue contre eux, en fait, que c'est une partie de l'enseignement fallacieux et de la doxa et de la doctrine, on va dire entre guillemets satanique, sur ce plan-là, et qui est inculqué au sein même de l'élite inférieure. Mais en fait, ça joue contre eux, en fait. Ils sont détachés de leurs émotions, mais en fait, on leur fait croire que c'est une façon de maîtriser et de gérer la chose, soit toute situation, etc. Mais en fait, c'est un piège. Alors que c'est une façon de se rabaisser. Tout à fait. En fait, ils les contrôlent avec ça. En tout cas, pour cette partie, l'élite. Et bon, c'est pas elle qui m'expliquait ça, hein, c'est moi qui l'ai compris. Je précise. Mais elle m'a un peu expliqué, voilà, quelques phases d'instruction, d'initiation et tout. Et il y a un côté un petit peu religieux dans ces phases d'instruction, quoi. On pourrait presque inclure un certain pourcentage de doctrine religieuse. Okay. Qui n'a pas grand chose à voir avec sur Terre, mais ça y ressemble un petit peu. Voilà, donc après le un moment. Que tu décris sur ce plan éthérique, il a l'air beaucoup plus contrôlé par la Kabbale que ce qu'il est sur le plan physique terrestre. De manière un petit peu différente. Enfin, c'est compliqué parce que je pourrais pas amalgamer, parce que là, moi, avec Internet, etc., j'ai une vue grosso modo sur le monde. Là, j'avais pas Internet. La seule vision que j'avais, c'était sur la ville et sur les informations qu'on m'en donnait. Mais eux, à la fois sur Internet la ville. Ah non, j'ai pas vu d'Internet, d'ordi, de télévision. J'ai pas vu ça. Ah d'accord. En tout cas, de ce que j'ai visité. Après, qu'est-ce que tu as vu en matière de technologie là-bas ? Le problème, c'est que alors j'ai vu des espèces de vélos, des gens qui faisaient un moment, des gens qui marchaient à pied. J'ai vu un moment des espèces de vélos de formes un peu différentes, mais des gens qui pédalaient sur des trucs. J'ai cru entendre les bruits pas vraiment de voitures, mais au loin. Parce que sur l'avenue, en fait, c'était une avenue piétonne. C'est au tout début quand j'étais avec Kevin, et j'ai continué un peu après. C'est une avenue piétonne, donc il n'y avait pas de voiture. Mais au loin, j'entendais un peu des trucs mécaniques. Alors je sais pas si c'était des usines ou c'était des voitures qui circulaient, je ne sais pas, mais j'entendais des bruits mécaniques qui circulaient un peu, quoi. Donc là, après, on peut partir dans plein de spéculations. J'avoue, je sais pas trop. Donc t'as pas vu de voiture dans le truc ? Non. Okay. Après, comme technologie, j'ai pas vu grand chose. Mis à part ça peut paraître étrange, mais l'espèce de matelas gélatineux sur lequel on s'était assis, au moment où je me suis assis dessus, j'ai senti un bien-être. Tu vois, tout de suite, j'étais pas drogué ou quoi, mais j'ai senti, ça m'a relaxé tout de suite, au-delà du confort sensitif que ça procurait. Tu vois, comme si ça envoyait, je sais pas, soit de l'énergie, soit une substance chimique, j'en sais rien, mais j'ai ressenti tout de suite relaxé, quoi. Voilà. Après la lumière. Il y avait pas des néons, mais tu sais on va dire des néons, mais je ne voyais pas d'ampoule. Il y avait de la lumière qui en sortait, mais c'était pas des ampoules. J'arrivais pas à discerner qu'est-ce qui émettait de la lumière, mais la lumière sortait directement de ça. J'ai du mal à décrire, mais j'ai pas vu d'ampoule en tout cas. Mais comme la lumière éblouissait, j'arrivais pas à voir exactement ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai pas vu d'ampoule. Okay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en termes technologiques? J'avoue que le reste. Mais c'est intéressant, des systèmes d'éclairage différents. Okay. Ouais. Le reste, ça ressemblait pas mal à ce qu'on peut retrouver dans un truc un peu bobo au niveau de l'appartement, je sais pas, de Paris ou quoi. C'est pas très très éloigné. Okay. Il y avait des chaises, des tables, etc. Enfin, bref. Ok. Et après, ça se passe comment alors ? Les enfants partent. Apparemment, ils venaient pour prendre une collation, etc. Et puis pour déposer des affaires et prendre des affaires. Ils sont repartis avec, on va appeler ça le majordome féminin. Ils sont repartis, on s'est retrouvés tous les deux.
Là, on a continué la discussion au niveau de la baie vitrée de droite, qui donnait, on avait une vue assez lointaine, on était peut-être à 50 mètres du sol, une vue assez lointaine des autres cercles concentriques qui étaient extérieurs et donc qui représentaient les classes inférieures, etc. Okay. Donc j'avais un petit visuel sur ça. Et de loin, en fait, j'ai vu vraiment tout l'extérieur, et c'était un peu des SDF, bon, j'allais pas dire des punks à chiens, tu vois, mais à la limite des SDF et des gens qui circulaient un peu dehors avec des campements vraiment relativement sommaires. Okay. À un moment, je me demande... Un peu bidonville vers l'extérieur, quoi. Ouais, voilà, un peu les parias de la société, etc. Et je vois ça de loin, je fais à Julie, la Julie Pointéric, je fais mais c'est qui ces gens-là, pourquoi ils sont comme ça et tout. Et là, il me dit d'un air un peu dédaigneux et tout, il me fait non mais faut pas t'occuper de ces gens-là, ils sont pas intéressants, y a pas grand-chose à en dire et tout. Et là, j'ai regardé, j'ai fait bah écoute, j'avais la sensation profonde et intuitive que ces gens en fait allaient jouer un rôle, ou plutôt une partie du rôle de la libération de ce plan-là. De ce plan-là, c'est lequel ? Du plan éthérique. Ok. Que c'était un peu la partie dissidente que je voyais, une partie de la partie dissidente que je voyais sur ce plan-là, et que ça allait jouer un rôle déterminant à leur mesure et partiel de la libération sur le plan éthérique. Et moi, en ayant cette sensation-là, tu vois, rien que regarder ce campement, il y avait des informations subtiles qui me paraissaient, quoi. C'est très étrange sur ce plan-là aussi. Hein. C'est beaucoup plus fluide les informations. Et donc je me retourne vers elle, je fais bah écoute, moi si je les rencontre ces gens-là un jour, je pense qu'ils m'intéresseraient. Hein. J'aurais des choses à leur dire. Et eux inversement. Et là, j'ai senti un peu sur le, tu vois, interloqué en disant, j'ai senti dans son regard que ça l'étonnait que je m'intéresse à ces gens-là en fait. Ok. Et donc bref, après on est passé à autre chose. On a discuté, elle m'a dit mais comment est-ce que tu fais pour partir ? On t'a dit comment repartir et tout. Je sais bah non. Moi dans ma sacoche j'avais juste le pass et j'avais l'espèce de bédo, tu vois, le joint, je sais plus comment je vais formuler ça. Et je l'ai plus avec moi. Dans un petit incident, j'ai dû le mettre par terre parce qu'il y a une petite situation de crise et j'ai dû me barrer. Et elle me dit mais c'est embêtant, tu vas rester tout le temps ici. Et puis moi j'avoue que je commençais à baliser, tu vois, je me disais c'est impossible que je reste tout le temps là, quoi. Moi je veux rentrer chez moi. Hein. Ouais. Lors des questions que je reste ici, j'ai pas d'avenir, c'est austère, je vais me faire gauler au bout d'un moment, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je veux pas rester ici. Et là on commence à discuter, à brainstormer sur quelques protocoles pour essayer de m'envoyer là-bas. Et elle me disait que de par ces informations, alors comment expliquer ça ? Elle me disait que ce plan-là était en adéquation, en corrélation avec une certaine vibration de la matière, et que là, donc c'était moi, mon corps éthérique, qui avait une certaine vibration, qui était ici, et qu'il fallait peut-être que je modifie ma vibration pour la remettre à une fréquence exacte ou au minima proche de ce qu'elle était sur le plan physique, en raccord avec mon corps physique, bien entendu. Donc elle m'explique grosso modo ça, hein, je schématise, je fais ok, mais moi je sais pas faire ça. Hein. Donc là elle me dit mais moi non plus je sais pas trop faire ça. Elle me fait mais comment est-ce que toi tu faisais au moins sur ton plan à toi pour modifier ton état vibratoire ? Je fais bah moi je médite un peu de temps en temps, mais je suis pas très doué pour faire ça, mais bon je médite de temps en temps, donc je suppose que ça modifie mon état vibratoire, mais je sais pas si c'est une réponse adaptée à ma situation, quoi. Elle me dit ouais ok, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je sais bah là avec toi dans le couple on avait un peu une sexualité pas vraiment sacrée, mais on avait une sexualité un peu particulière qu'on essayait de sacraliser. Parce qu'elle était assez, la Julie du plan physique était assez spirituelle. Okay. Je sais pas, on faisait l'amour, donc le fait de faire l'amour, ça modifie un peu forcément notre taux vibratoire, notre état vibratoire, indépendamment bien sûr de toutes les réactions chimiques que ça engrangeait, tu sais qu'est-ce qu'on appelle ça, les endorphines, etc. Enfin toutes les voilà. Okay. Et là j'ai senti qu'il y a eu un gros blanc. Et j'ai vu dans son regard qu'à la fois ça lui était interdit, il y avait pas moyen, quoi. Il y avait quand même pas question. Et en même temps que ça la titillait et que ça la, tu vois, ça, pas vraiment ça l'excitait, mais tu vois ça, il y avait une partie d'elle que ça l'excitait un peu, quoi. Et il y a eu un gros blanc un peu tendancieux, quoi. Ouais. Donc j'ai dit bon ok. Et au final on n'a absolument rien fait, mais il y a eu quelques blancs comme ça et tout.
Et j'ai fait putain, mais bon. Après, on a continué à brainstormer et à essayer de trouver une solution. On n'a pas réussi. Au bout d'un moment, j'étais vraiment apeuré. Je commençais à transpirer, etc. Et et ça m'a donné envie d'uriner en fait, tout ce stress. J'ai fait écoute, où sont tes toilettes? Et elle m'a dit à l'étage. Donc là, je fais écoute, je reviens. Donc j'ai pris l'escalier, un long escalier d'ailleurs de 6-7 mètres. Je suis monté, j'arrive dans les toilettes, assez luxueuses. Donc je fais ce que j'ai à faire. Je me lave les mains. Et là, il y a un très joli miroir qui est au-dessus de l'évier. Et au moment où je regarde le miroir, je croise mon propre regard dans le miroir. Il y a un flash lumineux. Et automatiquement, je suis absorbé dans le miroir. Et et lorsque je réouvre les yeux, je suis de nouveau dans mon corps. Et là, j'ai le corps qui tremble. Je suis en état de choc un peu. Et la première phrase que j'ai dit à haute voix, c'est oh putain, j'ai réussi à revenir et tout. Excellent. Ah, bah c'est très très intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui nous écoutent et qui ont vécu des voyages dans l'éthérique puissent nous contacter pour nous faire part de leur réaction par rapport à ce que tu viens de décrire comme expérience, de manière à éventuellement croiser les informations, voir comment ça s'est passé pour eux, etc. T'as eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes de parler avec d'autres personnes qui ont eu des voyages dans le même endroit? Non. J'ai raconté cette expérience, toi inclus, à peut-être 7 personnes pour le moment. Avec la vidéo qu'on est en train de tourner là, peut-être une 8e verra la vidéo. Oui, espérons au moins. Ouais. Donc après, non, j'ai raconté à cette personne, etc. Mais j'ai pas eu de corrélation directe, on va dire. Mais c'est le seul voyage que tu as fait de ce type. Oui, j'ai voulu y retourner, etc. Mais ça s'est jamais fait. J'ai même émis, parce que parfois c'est le fait d'émettre oralement à voix haute l'intention de. Parfois, effectivement, l'univers t'envoie une certaine réponse plus ou moins adaptée à ton souhait, et généralement il y a un truc qui se passe, quoi, au moins. Ouais. Et là, j'avoue que bon, je dois être tombé sur la messagerie, je sais pas, mais bah non, en fait, l'univers t'a répondu. Y a rien. Il t'a répondu que non. Voilà, il m'a répondu que non. Mais après, tu sais, j'ai longtemps brainstormé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais de cette expérience? Au final, ça me sert à quoi? Donc après, faire la vidéo qu'on vient de faire avec moi pour la partager, parce que il y a peut-être oui, voilà. quelqu'un qui va l'entendre, ça va déclencher autre chose, etc. Les voies du Seigneur sont impénétrables et ça passe des fois par des détours. Voilà. C'est possiblement ça. Après, au moins, je me suis dit, au minimum, c'était peut-être tout à fait, en tout cas, peut-être que c'est pour plusieurs raisons, mais en priorité, c'était purement pour moi, personnel, et c'était pour m'aider à faire le tri peut-être dans plein d'informations. C'était peut-être pour me bousculer sur certains sujets et me donner un coup de pouce sur certaines choses, parce que je suis de base. Ouais. Ça l'a fait. Tu as noté une différence entre entre toi avant cette expérience et toi après cette expérience? Ça a bousculé des choses, ça t'a changé dans ton parcours? Déjà, factuellement, je faisais encore plus de rêves après, et plus de rêves lucides. Ça, c'est tout à fait concret. Après, au niveau de mon substrat, au niveau des informations que j'ai, et que j'avais tout un peu en pagaille dans la tête, ne sachant pas vraiment ce qui est vrai, faux, etc. Ça a fait le tri, ça a un peu organisé, ça m'a donné une certaine ligne directrice. Donc déjà, il y a aussi ça. Et oui, ouais. Après, ça m'a donné envie de m'intéresser à plus tout ce qui est ésotérique, plan subtil, etc. Ça m'a donné un petit coup de boost pour m'intéresser à tout ça, on va dire. Et dans tes autres rêves lucides, t'as jamais été sur d'autres planètes ou sur un vaisseau ou rencontré des entités qui seraient pas humaines? Non. Okay. Enfin, si, il y a eu une fois, il y a pas très longtemps récemment, un petit rêve lucide assez court. Mais mis à part ça, non. Okay.
Que je peux te raconter brièvement si tu veux, ça prend 3-4 minutes. Vas-y. Alors j'étais un peu moins lucide que je l'étais actuellement, c'est-à-dire que je contrôlais mes pensées, mes mouvements, etc. et tout, mais et puis c'était un peu moins net, c'était légèrement, c'était pas flou, mais c'était un peu moins net au niveau de la luminosité, les couleurs, etc. Tu vois, pour reprendre les termes que tu employais tout à l'heure. Okay. Mais j'étais à un taux de lucidité, on va dire 80%, quoi, si ça peut donner un ordre d'idée. Okay. Et je me suis tout de suite, pendant ce rêve, je me suis tout de suite réveillé où j'étais dans une salle, on va dire comme une salle d'attente. Carré, où il y avait un certain nombre de personnes sur des chaises. Ouais. Je faisais partie de ces personnes et je voyais qu'on a commencé à discuter avec les gens. On se présentait, on faisait connaissance, etc. Et à ma gauche, en fait, j'ai discuté avec un jeune homme, il avait peut-être la vingtaine d'années, et ce jeune homme s'est présenté à moi comme étant apparemment, c'est lui qui le disait, également d'origine reptilienne. Okay. Alors je sais, un reptilien, moi tout ça, à la base, je suis pas trop fan. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Et on a discuté, on a commencé à faire connaissance. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est comme ça reptilien, etc. Et là, il m'a dit oui. Et il me fait oui, je peux te le montrer. C'est-à-dire qu'il m'a montré sa main. Et en fait, sa peau qui était tout à fait normale, enfin comme la mienne, humaine, etc. Il s'est mis à la changer localement. En peau verdâtre, un peu de type caméléon, tu vois, c'était pas l'écaille caricaturale, crocodile ou je ne sais quoi, mais un peu de type caméléon, quand même, multicolore. Okay. Il s'est mis à la changer. J'ai fait, wow, j'étais vachement étonné. Et après, il a déplacé cette zone locale, tu vois, au niveau de son bras, etc. Ça remontait jusqu'au cou et tout, et il a remonté jusqu'au visage. Wow. Et quand c'était jusqu'au visage, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai tout de suite voulu toucher pour sentir la texture que ça faisait, tu vois. Ouais. Effectivement, c'était un peu rugueux. Et là, le fait que je touche encore plus sans lui demander, j'ai tout de suite vu au niveau de son regard que je lui avais manqué de respect et qu'il n'avait pas du tout aimé le geste, que c'était inapproprié, que j'avais fait, etc. Et bon, j'ai bien vu tourner, j'ai bien vu au niveau du regard, c'est l'information subtile qui passe et tout. Ah ouais. Bon, voilà. Je me suis tout de suite excusé, je fais excuse-moi, c'était plus fort que moi et tout. Il m'a fait non, mais, ouais, c'est pas très grave, il n'y a pas de problème. On a continué à discuter vraiment de choses très, très banales. Me concernant et lui, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à évoquer. Et pendant qu'on discutait, en fait, il y a une très belle femme qui est une trentaine d'années, qui est rentrée par la porte d'entrée. Oui, forcément. Et donc, qui a fermé la porte, qui s'est installée à côté de nous et qui a dit excusez-moi, je suis en retard. J'étais en train de préparer une canalisation pour 2013 et 2017. Mm-hmm. Ce sont les termes qui exactement la paraphrase, c'est ce qu'elle a dit. Pour 2013 et 2017, alors que tu as fait cette. Ce rêve, c'était en 2016. D'accord, donc c'était début 2016. Ils n'ont pas de problème à interférer dans les différentes lignes de temps. Mais je n'ai pas compris, parce que j'ai pensé dans mon rêve, je pensais en temps réel, je me disais mais pourquoi 2017, je vois quoi, on est en 2016, mais pourquoi 2013? Je veux dire, c'est passé, ça n'a pas de sens. Pourquoi d'une canalisation pour 2013-2017? Je comprends pas. Ouais. Donc là, j'avoue que je n'ai pas trop compris, mais c'est en tout cas ce qu'elle a dit. Et là, bon, c'était une période où il y avait des travaux chez moi, il y a eu du bruit chez moi, et en fait, il y a un bruit assez massif, et ça m'a réveillé, ça m'a ramené à moi, et le rêve s'est arrêté. Oh. Oui, frustrant, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il faut faire attention avec certaines canalisations. Enfin, je jette pas le discrédit sur les personnes que tu as rencontrées, même s'ils étaient reptiliens, tu vois. Je veux pas non plus faire d'amalgame, mais on sait pas trop qui envoie les infos, quoi. Ouais. Ah non, mais tout à fait. Mais de manière, faut être conscient que seulement une minorité des canalisations, sont, à mon avis, valides et bienveillantes. Je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui ne canalisent rien du tout et qui sont juste là pour soit pour désinformer, soit pour faire du bise ou pour je ne sais quoi, voilà. Une autre partie des gens qui croient canaliser mais qui sont à mon avis à moitié schizophrènes ou qui canalisent je sais pas leur ego ou une partie de leur personnalité. Ils ont juste, je pense que c'est des gens qui sont juste fondamentalement névrosés. Après, il y a une autre partie des gens qui, à mon avis, soit canalisent une entité pas bien intentionné qui fait de la désinformation à travers eux, soit peut-être c'est ce qu'on appelle la technologie voix de Dieu. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait ils canalisent seulement ce que la technologie leur envoie.
Et après, il y a effectivement les autres personnes qui canalisent, ce qu'ils canalisent. Donc l'entité en question et tout. Mais bon, enfin, tout ça, c'est un vaste panel. Et ton ressenti personnel par rapport aux canalisations positives bien sérieuses, lesquelles tu penses sont bien sérieuses et positives? Tu veux dire sur le net? Ouais. Moi, j'en consomme pas de canalisation. J'en ai consommé à une époque, mais franchement, bon, c'est un peu comme tout le monde qui lit des canalisations au début. Qu'est-ce que tu penses de la loi de 1? Ça, oui, effectivement, c'est un des rares trucs que je pense absolument valide. C'est extrêmement intéressant et ça valide beaucoup de choses. Je crois que ça a été écrit dans les années 80, si je dis pas de bêtises. 80. Voilà, donc il faut savoir pour les auditeurs que ça date pas de tout de suite. Normalement, vous pouvez le trouver en PDF sur Stop Mensonge. Je pense que ça a été posté, donc il faudrait regarder dans la recherche. Vous tapez Loi de l'Ain, enfin The Law of One ou Loi de l'Ain. Vous devriez le trouver. C'est extrêmement intéressant et profond et on peut faire beaucoup de corrélations avec certaines informations de Corey Goode, même de Cobra, même de d'autres informateurs, je sais pas, Randy Kramer, William Tompkins, etc. et même de bien d'autres. Oui, je pense que c'est un haut taux de validité. Ok. Est-ce que tu penses que ces expériences que tu vis pourraient être plus fréquentes et plus conscientes, lucides, si il n'y avait pas ce facteur de peur attaché dans l'enfance à certaines expériences que tu as eues? Parce que je crois pas que la clé elle est là, quoi. C'est possible. Oui, très certainement ça doit jouer. Alors après c'est de l'œuf ou la poule. Je sais pas quelle est véritablement la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. Mais oui, ça doit jouer dans l'équation, hein, c'est certain. Mais tu sais, notre situation elle est vraiment complexe et entre toutes les névroses qu'on a au niveau de la personnalité, nos physiques qui sont pollués de substances, de vaccins, etc. L'endoctrinement, tous les implants subtils et ou physiques. Enfin, tu vois, on est quand même attaqué de partout. De partout, quoi. C'est franchement. Mais malgré ça, on voit qu'il y a une amélioration qui se passe, qui est quand même un éveil qui se fait, quoi. Ah oui, mais notre situation s'améliore j'allais dire d'année en année, mais c'est même de mois en mois, de semaine en semaine, même de jour en jour. Alors après, il y a pas que des victoires, mais de toute manière, il y a de plus de victoires que de défaites, et la finalité sera de toute manière une évolution majeure et absolument bénéfique pour l'humanité. Il y en a certains qui seront pas gagnants, on est certain. Hein. Ouais. C'est-à-dire ceux qui ont le système hiérarchique totalement vertical qui a la main mise sur l'humanité et au-delà, c'est-à-dire les animaux, les minéraux, enfin tout ce qui est vivant, quoi. Mais ceux-là seront pas gagnants. Mais nous, on sera gagnants à la fin, c'est absolument certain. Après, comment, quand, etc. Ça, on a aussi notre part de libre arbitre à un niveau collectif, donc on co-crée et on co-décide de ça. Mais oui, on sera gagnant, c'est certain. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager dans cette interview? Ouais, un petit dernier commentaire, c'est que de ce que j'ai vu, compris et des informations qu'on m'a transmises, la cabale qu'on voit actuellement sur le plan physique, c'est tout ce système hiérarchique et vertical et oppressant. Appelez-le comme vous voulez, cabale, système, nouvel ordre mondial, bref, on s'en fiche. Il ne s'arrête pas au plan physique. C'est un système esclavagiste, d'accord, mais multidimensionnel. C'est une toile d'araignée qui fonctionne aussi sur d'autres plans, à la fois éthérique et astral. Au-delà, j'avoue que je donne un peu ma langue au chat, je sais pas trop, mais au minimum sur ces trois-là. Mmh. Voilà. Mais ça s'arrête pas là. Donc notre situation est à la fois, c'est très complexe. Et donc ce qui se joue, il y a un impact dans tous les ce qu'on est en train de jouer, la pièce qu'on est en train de jouer ici dans la troisième densité, elle a des répercussions dans les autres.
et vice versa. Tout est interrelié. Tout à fait. Et comme on est un peu au bout de la chaîne, c'est difficile pour nous. C'est pour ça que c'est oppressant. C'est parfois, la vie des gens, c'est compliqué. Métro, boulot, dodo, payer ceci, tu vois, c'est lourd. C'est vraiment très lourd ici. C'est oppressant. Et voilà. Et j'ai de la compassion pour un peu tout le monde, mais on est en bout de chaîne, donc c'est normal que ça pique. Mais ça va s'améliorer et ça s'améliore d'abord dans les autres plans. Et après, ça a des répercussions, ça se densifie, ça a des répercussions en bout de chaîne, forcément, sur le plan physique. Donc, faut être un petit peu patient et compréhensif de tout cette mécanique-là. Mais voilà, c'est un peu pour le commentaire final. Ok, bah écoute Jonathan, je te remercie pour cette interview, c'était passionnant. Et puis on se retrouve mercredi pour les visios de revue d'actualité de la semaine. Sur stopmensonge.com. Ça marche, avec plaisir. Et merci pour l'écoute. Salut.